L'hémisphère gauche du cerveau ne va pas traiter l'attention de la même manière que l'hémisphère droit. Les yeux, c'est l'organe qui est tout le temps stimulé. Oui, c'est 90% de tout ce qui se passe pour Exactement. nous. En fait, on voit des enfants, les yeux bandés, arriver à trouver des objets ou ce qu'il y a derrière des cartes sans les yeux. Brighter Minds n'a jamais été caché. Tout le monde peut venir voir une session découverte. Ce qui est sûr, c'est que quasiment tous les enfants vont ressentir, par exemple, vont sentir l'orange, le goût de l'orange quand il y a de l'orange. On a vu des histoires absolument dingues où en fait, je crois que c'était une jeune fille indienne qui était capable de, par précognition, de voir finalement avant quels étaient ses examens, les examens qu'elle allait avoir, et donc elle le définissait finalement sur son ressenti, elle, comme taper dans un champ de conscience plus vaste et récupérer une information. C'est comme si l'intuition était liée à la conscience. Ils sont très très à l'aise dans les apprentissages. En termes de mémoire, il y a une capacité de mémoriser qui est beaucoup plus importante. Il y a de l'intérêt, il y a de la motivation. Ça a été prouvé. Il y a les travaux de Paul Bach-Hirita, David Liegelman, il est vraiment, c'est incroyable, ça vaut le coup d'aller voir. J'ai fait venir un huissier de justice près de chez moi. Ce qui est écrit dans le constat, c'est que le matériel n'est pas truqué, les bandeaux sont bien occultants. C'est la première fois que je communique ouvertement sur ce constat qui a été fait en août. J'ai communiqué nulle part. Alicia, bonjour. Bonjour César. Ravi de te recevoir aujourd'hui pour un sujet qui va être passionnant. Et je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet, et peut-être qu'avant qu'on introduise l'expérience que j'ai eu la chance de vivre à tes côtés il y a quelques jours, que tu puisses peut-être introduire ce qu'est Brighter Minds et comment est-ce que tu t'es retrouvé dans cette aventure, et peut-être même nous dire un petit mot sur finalement ce qui t'a conduit jusqu'à cette association, en tout cas cet institut. Alors, qu'est-ce que Brighter Minds ? Donc, j'aime bien que répondre à cette question me donne l'opportunité de dire que je découvre tous les jours qu'est-ce qu'est Brighter Minds. La vision que j'en avais il y a 10 ans n'est plus du tout la même, la définition que j'en avais il y a 10 ans n'est plus du tout la même que je pourrais faire aujourd'hui. Et aujourd'hui, la définition que je dirais, Brighter Minds, c'est d'apprendre aux enfants à s'écouter, d'apprendre aux enfants à développer une attention extrêmement fine, extrêmement profonde, et leur permettre d'avoir une compréhension organique de leur être. Voilà. Si je veux être plus simple, c'est un programme de stimulation, une méthode de stimulation cognitive qui va permettre aux enfants de développer leurs capacités, leur potentiel, leur intelligence relationnelle, émotionnelle, et de s'adapter, on va dire, aux défis quotidiens que la vie propose de manière créative et joyeuse. On l'a pas dit, mais ça a été créé, il me semble, à Bangalore, en Inde. Comment est-ce que toi, tu as entendu parler au départ de Brighter Minds, et qu'est-ce qui, dans ta vie personnelle, t'a conduit à te dire j'ai envie de porter un intérêt peut-être plus simplement personnel, mais professionnel sur ce sujet-là? Alors, effectivement, ça a été créé en Inde en 2014, à Bangalore, par différentes personnes. Il y a des chercheurs, des artistes, des personnes qui étaient dans l'éducation. Et moi, j'étais en voyage en Inde, et je fais de la méditation en Inde, et donc avec Heartfulness. Et c'est des personnes de Heartfulness qui m'ont proposé d'aller voir cette méthode-là. Donc je suis allée voir ces enfants qui pratiquaient la méthode Brighter Minds, et enfin c'était une évidence. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais moi, je veux aussi accompagner les enfants de cette manière-là. J'avais rarement vu des enfants aussi à l'aise, aussi créatifs et simples. Il y avait une légèreté, il y avait une atmosphère qui m'a vraiment... qui m'a laissé avec une profonde impression d'avenir positif, de perspective heureuse. Et donc, j'ai rencontré les chercheurs. Moi, j'avais un passé dans les arts, dans le théâtre, et donc j'ai toujours travaillé avec des enfants. J'ai toujours été intéressée par la transmission. La pédagogie, c'est quelque chose qui a toujours animé, en fait, mon parcours. Et j'ai travaillé avec des Russes qui avaient déjà une conscience du corps qui était différente dans le théâtre, dans la mise en scène, que
je dis pas qu'en France il n'y a pas cette conscience-là, mais en tout cas elle se manifeste pas de la même manière. Et donc les notions de rythme, les notions de couleur, les notions de comprendre qu'on est dans un tout sont beaucoup plus évidentes dans certaines cultures qu'en France. Et donc quand j'ai vu le programme Brighter Minds, pour moi clairement ça a résonné avec une aspiration profonde qui était déjà là et qui était de trouver des outils qui sont performants, simples, adaptés à tous les enfants, peu importe la culture et les croyances, et qui sont justement pas religieux ou dogmatiques, mais qui répondent à un besoin de l'enfant. Voilà. Moi, je t'ai découvert, je pense, sur un podcast ou sur une interview sur YouTube. J'ai pris contact avec toi et très gentiment, tu as accepté mon invitation, mais tu m'as dit à une seule condition, que tu viennes expérimenter sur place avec des enfants la méthode Brighter Minds. Donc je raconterai tout à l'heure quelle a été mon expérience. Mais dans le même cas, quand tu dis, toi, quand tu as vu ces enfants en Inde, ça a été une évidence. Est-ce que tu peux décrire finalement certains des phénomènes ou ce que tu as pu voir où tu t'es dit, il se passe vraiment quelque chose et j'ai envie de me plonger là-dedans? En toute humilité, ce que j'ai vu, c'est des enfants qui ont une capacité à développer une conscience d'eux-mêmes, une conscience, une capacité à recevoir certaines informations autrement que par un mental analytique et rationnel. C'est-à-dire que l'enfant, quand il est dans un état de relaxation, de détente, quand il est connecté à sa créativité, à son état en fait naturel d'enfant, il est capable d'avoir une attention qui est extrêmement soutenue. J'aime bien ce mot attention parce que finalement, l'attention, c'est quelque chose qu'on n'a pas réellement exploré, en tout cas moi en France, en tant que personne qui grandit dans les écoles publiques, avec qui j'étais à l'université, j'ai jamais entendu réellement parler de l'attention. Et il y a différents types d'attention. L'hémisphère gauche du cerveau ne va pas traiter l'attention de la même manière que l'hémisphère droit. Et ça, c'est intéressant d'aller voir qu'est-ce que ça veut dire d'être capable énergétiquement de rassembler son attention pour aller vers ce qu'on appelle la concentration. Donc la concentration, c'est vraiment rassembler, concentrer son énergie sur une chose. Et donc moi, ce que j'ai vu, c'est ça. Donc bien sûr, il y a des enfants qui vont arriver à développer certaines compétences, et même pas des compétences. On parle de l'intuition, on parle d'avoir une capacité à recevoir certaines informations, mais Brighter Minds n'a jamais été créé pour ça. En fait, Brighter Minds n'est clairement pas un programme pour développer les perceptions extrasensorielles ou la vision extraoculaire. Ce n'est pas du tout le but. En fait, pourquoi on travaille sur l'intuition dans Brighter Minds, ce qui nous intéresse ici, c'est le processus. C'est de permettre en fait à l'enfant d'aller à l'intérieur, de fermer les yeux. Pourquoi ? Parce que les yeux, c'est l'organe qui est tout le temps stimulé. Oui, c'est 90% de tout ce qui se passe pour Exactement. Et on voit le monde à travers nos yeux. On ne le voit pas à travers nos autres sens. Et donc là, l'objectif, c'est vraiment de permettre aux enfants d'aller se relaxer, d'aller se détendre pour justement recevoir d'autres types d'informations, d'autres types d'expériences. Et c'est ce processus de fermer les yeux, de développer son attention, de développer sa relaxation qui va mettre l'enfant dans un état de relation différente à lui-même. Et quand c'est pas quelque chose qui est magique, c'est pas quelque chose qui est mystique, c'est pas quelque chose qui est extraordinaire. C'est quelque chose qui est très simple. Tout le monde a accès à cette capacité-là, mais il faut l'entraîner. Il faut l'entraîner. Pour l'entraîner, il faut déjà avoir envie de l'entraîner. Donc, il faut avoir un intérêt à aller vers ça. Et donc, Brighter Minds, c'est ce processus-là. Moi, j'ai envie de revenir sur ce que j'ai vu sur la partie vidéo, qui m'a poussé finalement à te contacter, où on voit, et je pense que tu as intégré peut-être dans cet échange-là, des passages vidéo de peut-être la fin de session d'entraînement, où en fait on voit des enfants, les yeux bandés, arriver à trouver des objets ou ce qu'il y a derrière des cartes sans les yeux. Et donc évidemment, ça nous interroge exactement sur ce que tu décrivais avant, en disant quel est le process, le protocole, et on reviendra sur un peu les tenants, les aboutissants de tout ça. Mais c'était la première démarche, et en fait, parce que maintenant on a un petit peu échangé ensemble, et je vois bien que tu es dans une logique de
d'être la plus cartésienne et rationnelle possible pour expliquer ces phénomènes-là. Et donc la logique voulait que probablement tu me proposes de venir expérimenter moi-même, un peu comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois et c'est bien d'expérimenter les choses par soi-même. Et donc j'étais ravi que tu me proposes ça. Pour être très franc, je vais raconter un peu mon expérience. Je m'attendais à être uniquement j'allais dire quelqu'un qui allait regarder l'expérience. En fait, tu m'as fait participer aux échauffements. On reviendra aussi à quoi servent finalement tous les exercices qu'on a pu faire ensemble. Mais peut-être pour raconter un peu l'expérience, et je sais pas, je vais peut-être pas citer le prénom de la jeune fille pour laquelle j'ai été facilitateur, mais en effet, après les peut-être 2h30 d'échauffement ou de travail en groupe, il y avait 4 enfants, la mère de 2 des enfants, toi en organisatrice et moi en, on va se dire, facilitateur, mais aussi expérimentateur sur la partie échauffement, un des premiers exercices. En effet, alors il y avait différents bandeaux pour se cacher les yeux. J'en ai regardé plusieurs pour vérifier, là aussi de manière rationnelle, qu'il n'y ait pas de triche, même quand on est avec des enfants qui, je ne sais pas, tu nous diras les âges, mais qui avaient sans doute entre 8 et 10, 11 ans, quelque chose comme ça. On se doute bien que leur logique première est plutôt de s'amuser, et on reparlera du fait qu'il n'y ait pas de pression de résultat et qu'on était vraiment là dans un cadre de presque de s'amuser, de jeu finalement, et qu'il n'y avait pas du tout de pression au travers des exercices qu'on allait réaliser après. Mais assez rapidement, du coup, avec cette fille pour qui je suis le facilitateur, elle doit, je lui donne des cartes et je prends bien soin de ne pas regarder moi-même la carte en me disant, je sais pas quels peuvent être les mécanismes en place, mais je vous dis qu'il n'y ait aucune interférence. Et elle a pris la carte, elle l'a manipulée près de son corps et on reviendra un peu ce qui peut se passer pour détailler un peu l'expérience. Assez rapidement, elle ressentait ou voyait parfois des choses, que ce soit des sensations, des odeurs peut-être, mais j'ai pas débriefé de tout ça avec elle, donc on pourra aussi échanger. Donc elle a deviné quelle était la première carte, c'était un 1 orange. On a répété l'opération avec il me semble que c'était un 9 violet. Je pourrais détailler le cadre de l'expérience. Ensuite, il y a eu d'autres cartes qui étaient beaucoup plus grosses, peut-être de la taille des cartes de tarot, donc qui sont vraiment plus larges et plus longues. J'avais évidemment aucune idée de ce qui pouvait se trouver à l'intérieur. Et là, je vais faire un peu de cadre descriptif, mais elle me décrit une grande lumière, ensuite un personnage, une bibliothèque sur le côté et quelque chose de rouge autour de ce personnage. Donc moi, après avoir vu une couleur et un nombre, je me dis mais qu'est-ce qu'elle est en train de me raconter? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Et en retournant la carte, on voit une personne asiatique avec une immense lumière blanche, une bibliothèque autour de la personne et une ceinture rouge très, très imposante. Donc en effet, il y avait tous les éléments qu'elle décrivait. Et la dernière carte en question, c'était sa description était une espèce de mer ou de lac quand il faisait nuit, avec, et c'était assez bizarre, une armoire un peu fendue et une fenêtre à l'intérieur. Donc là, je me suis dit, oula, mais qu'est-ce qu'elle est en train de nous raconter? Et après, c'était rigolo parce que la description, elle essayait de trouver des arbres blancs. Donc, voyant qu'elle n'arrivait pas à trouver, j'essaye de l'orienter, ce que j'aurais peut-être pas dû faire en lui parlant de sapin. Elle me dit, non, c'est pas du tout ça. Et j'étais assez surpris puisqu'elle d'elle-même, et je m'attendais pas à ce qu'elle ait ce vocabulaire-là, elle me dit, c'est des bouleaux. Et donc, on retourne la carte et en effet, on était sur soit un lac ou une mer quasiment dans la nuit, avec des bouleaux blancs sur le côté et une espèce d'armoire fendue en deux et une fenêtre à l'intérieur. Donc en effet, là aussi, elle avait trouvé tout ce qui se passait sur la carte en manipulant la carte et en ressentant probablement des sensations, en voyant des choses par rapport à ça. Et le dernier exercice qu'on a fait ensemble, tu m'as dit, César, cette fois-ci, tu vas prendre des feuilles blanches et tu vas écrire des mots dessus et ensuite on va les plier. Et donc, j'ai écrit 4 mots pour les 4 enfants. Moi, je me suis concentré sur la fille pour qui j'étais le facilitateur. On a plié le mot en 4. Au début, c'était un peu confus. Elle avait du mal à vraiment voir les lettres. Je crois qu'elle a donné 2 lettres. Ensuite, on a replié en 2. Et là, ça restait un petit peu confus. Ensuite, on a déplié le mot. Mais elle avait évidemment toujours le masque. Donc, elle voyait absolument rien de ce qui se passait. Et en posant son doigt, elle a commencé à discerner les lettres V, O, I, T, U, E. Et ce qui était rigolo, c'est qu'à un moment donné, t'es venu lui demander le mot. Elle a dit vois-tu avec un E, sans faire le rapprochement du mot. Comme il y avait un tout petit peu de bruit à ce moment-là dans la salle, toi, t'as compris qu'elle avait trouvé le mot, tu dis voiture. Elle n'a pas fait le lien à ce moment-là. Et en retournant le mot, elle a eu une surprise en disant j'avais pas trouvé, c'était voiture. Donc c'est rigolo pour dire à quel point elle avait déconnecté du mental. Donc on était proche du mot que j'avais indiqué. On va dire que même si le résultat n'a pas d'importance, moi je vais constater que tous les exercices quasiment avaient été parfaitement réalisés. Mais donc ce sera intéressant de comprendre pourquoi est-ce que, alors que évidemment elle sait très bien ce qu'est une voiture, qu'est-ce qui fait qu'elle a pu trouver les mots sans faire le rapprochement mental? Ça va être intéressant que tu nous décrives, mais c'était du coup patient de découvrir
en tant que témoin, d'assister à cette scène-là et de voir que, en effet, elle arrivait à percevoir des choses au-delà de ses sens classiques. Et donc, ça va être une grande partie de l'échange. Et je te remercie, j'en profite pour m'avoir convié à cette expérience-là. Et tu m'as aussi transmis, on en reparlera aussi tout à l'heure, un document d'un huissier de justice qui était venu constater une session avec vous. Donc, dans ce document, on voit des photos. On pourra peut-être mettre certaines photos, images en parallèle de notre échange, mais on voit des photos pour vraiment décrire tout le matériel, pour s'assurer est-ce qu'il y avait un petit pet sur une carte, etc., et constater le résultat des enfants. Et tu nous décriras quels ont été les résultats, mais je crois que les résultats avaient été assez probants aussi sur cette expérience-là. Donc d'abord, merci Alicia de m'avoir convié, parce que c'était chouette de pouvoir discuter de quelque chose que j'ai pu vivre dans la réalité, pas simplement parler de manière théorique de ce qui pourrait se passer si on fait cette expérience. Et j'ai envie de te poser la question. Première question, aujourd'hui, puisque tu dis que ça fait une dizaine d'années que tu t'intéresses forcément au sujet avec Brighter Minds, combien d'enfants tu as pu initier à cette approche ? Le nombre d'enfants que j'ai formés, je pense que c'est 200 ou 300 enfants. Après, j'ai vu beaucoup d'enfants dans d'autres groupes. Pour revenir à ce que tu décris, pour moi, c'est important parce que je comprends tout à fait que certaines personnes peuvent être sceptiques sur ce type de méthode qui vient d'Inde, qui est complètement déconnectée en fait de notre manière de faire et de penser. Et donc les doutes, le scepticisme, les critiques, elles sont complètement légitimes. Et ce que j'ai envie de dire ici, c'est que Brighter Minds n'a jamais été caché. Tout le monde peut venir voir une session découverte. Et donc je t'ai fait venir, mais j'ai aussi fait venir d'autres personnes, inviter d'autres personnes aux sessions Brighter Minds. L'objectif, c'est vraiment justement de démocratiser ce type de méthode et de dire, en fait, c'est très simple. Il n'y a rien à cacher, il n'y a rien de mystérieux. Donc, je te remercie d'être venu et d'avoir sauté dans l'expérience. Et pourquoi c'est important de participer à l'expérience ? Parce que si on l'observe, on est dans le mental analytique. On va pas... Quand on est dans le milieu, quand on est dans cet environnement d'expérimentation, il faut plonger dans l'expérience. On ne peut pas apprendre à nager en étant sur un banc, en regardant les autres nager. Il faut rentrer dedans. On ne peut pas rester dans la théorie, il faut se mettre un peu à la pratique pour vivre l'expérience. On est des êtres organiques. Nous sommes composés de différentes parties. On ne peut pas simplement fonctionner et être voir le monde seulement d'une certaine manière. On est obligé de rentrer en fait dans l'expérience pour pouvoir la comprendre. Ça ne veut pas dire de réussir. Et c'est ça qui est important, encore une fois. Oui, le résultat n'a pas d'importance. Et c'est ça qui est incroyable dans Brighter Minds, c'est que même s'il y a certains enfants qui vont développer certaines compétences, ça ne veut pas du tout dire que ceux qui ne vont pas développer ce type de compétences, et même le mot compétence, j'avoue, il est pas correct. Tous les enfants développent leur attention et une capacité de compréhension, de discernement en rentrant dans un processus comme ça. Est-ce que justement tu as déjà pu tester avec alors pas des tests de QI, mais des tests d'attention justement pour voir quelles étaient les qualités qui se développaient le plus sur ces critères-là par exemple ? La flexibilité. L'adaptabilité. En fait, c'est vraiment, pour moi, la résilience, c'est le résultat du processus Brighter Minds. La résilience, c'est quelque chose qui est extrêmement fin et qui n'est pas du tout, être résilient, c'est être capable de connecter à sa créativité intérieure en toutes circonstances. Donc, c'est de quitter les petites problématiques du quotidien qui fait qu'on est tout le temps en train de valider certaines expériences selon nos croyances. On est tout le temps dans « Ah oui, il fait pas beau aujourd'hui, ah oui, c'est pas beau ». Et on surenchérit sur la négativité. La résilience, c'est s'extraire de ça. Être capable de se bousculer, être capable de sortir de son ego et d'aller voir autre chose. Ça demande on va dire, d'avoir une compréhension, une acceptation du paradoxe de la vie. La vie est un paradoxe. Et donc l'intuition, elle va nous mettre face à ce paradoxe. Si tu veux absolument réussir à voir, on va dire à sentir, à avoir de l'intuition, à recevoir certaines informations, tu ne vas pas y arriver.
parce que ce n'est pas un processus du mental, ce n'est pas une volonté du mental. Tout est dans une histoire justement de lâcher prise. Mais pour revenir à ce que tu partageais comme expérience, je tiens à dire ici que j'ai aussi mis au défi les enfants, parce que donc c'est les cartes que j'ai amenées, c'est toi qui les as décelées. Donc tu te souviens, j'ai exprès acheté des nouvelles cartes que les enfants n'avaient jamais vues, qu'ils ne connaissaient pas, pour justement te montrer que, en fait, l'objectif n'est pas du tout de montrer une performance d'un enfant ou qu'un enfant qui aurait une habitude d'un exercice. Voilà. L'effet wow, Brighter Minds, les enfants sont capables de faire ça, parce qu'en Inde, c'est vrai que la communication est surtout basée là-dessus, parce qu'en Inde, ils sont dans un autre contexte. On va dire, on est dans une pensée beaucoup plus systémique, il y a une compréhension autre des phénomènes, les enfants vivent les choses complètement différemment, donc là-bas, c'est pas du tout un problème en fait de faire ce type de démonstration. Mais ce n'est pas l'objectif de Brighter Mind, ce n'est pas du tout l'objectif de la méthode. Et il y a personne, excuse-moi, mais en France, tu vois, les enfants ne sont pas du tout poussés à ça. Au contraire. Ce qui est intéressant, c'est de ne pas savoir. Ce qui est intéressant, c'est d'oser ne pas réussir. Être dans cette authenticité, parce que la clé, elle est là-dedans. Elle est dans l'humilité et l'authenticité. Et donc l'enfant, ce qui est beau, c'est quand il accepte complètement de sortir de cette volonté de réussir, de cette volonté de absolument prouver qu'il est le meilleur ou qu'il faut aller au résultat, il va déconnecter justement avec cette compétition et toute cette pression qu'il a tout le temps sur les épaules pour rentrer dans un autre type d'expérience. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé, agréablement surpris, qui était le fait de voir des enfants. Alors, on le rappelle, c'était 2 petites filles qui étaient a priori sœurs avec leur maman, 2 petits garçons. Et les 2 garçons avaient des caractères totalement différents. Un qui me semble était pianiste, un peu plus introverti, beaucoup dans la réflexion, très observateur. L'autre qui était finalement assez agité, débordant d'énergie, assez extraverti. Et moi, ça m'a fait plaisir de me dire, c'est intéressant. Il y a 2 profils qui sont extrêmement différents. Et une question qu'on pourrait se poser, que je t'ai demandé tout à l'heure un peu en off, c'est de te dire, est-ce qu'il y a des profils qui sont plus sujets que d'autres? A priori, tu as commencé à répondre tout à l'heure en disant que dans tous les cas, quels que soient les types d'enfants, chacun va venir développer ses qualités d'adaptabilité et de résilience et probablement de travail sur l'intuition. Mais est-ce que c'était une volonté de ta part de montrer que finalement il y avait des enfants extrêmement différents qui pouvaient vivre une expérience similaire ou réussie, ou c'était le hasard finalement des personnes qui sont venues? J'avoue, les personnes disponibles sont venues. C'était pas forcément voulu, mais c'est sûr que Brighter Minds, c'est ça. C'est aujourd'hui, c'est des enfants qui n'ont pas forcément, c'est pas un profil particulier. Ouais. Question qui pourrait être un peu on pourrait se dire, oui, mais c'est des parents qui veulent forcer leurs enfants pour développer des qualités. Comment se fait ce travail-là? Parce qu'un enfant, il n'a pas forcément de connaissance de Brighter Minds a priori. J'imagine, et tu l'as beaucoup répété dans l'expérience qu'on a vécue, qu'il n'y avait pas de pression, que le résultat n'est pas très important. Et donc, le sentiment, en tout cas moi, que j'ai eu au travers des exercices qu'on a fait, et on va évidemment les détailler, et tu vas nous en parler un peu, mais c'était qu'on était presque dans le jeu, dans une forme de... Alors, il y a eu des parties de danse, de méditation, presque de coloriage, mais sur les différents hémisphères, et tu vas revenir sur tout ça, le travail oculaire. Mais finalement, on était là presque simplement pour s'amuser, sans se prendre vraiment la tête là-dessus. Et du coup, comment se fait cette bascule entre les parents qui peuvent se dire ça peut être intéressant pour mes enfants, les enfants qui ont l'impression de jouer, mais quel est leur degré de compréhension de ce que ça va venir développer chez eux au-delà du résultat qui n'a pas forcément d'importance? Quel est ton regard là-dessus? Mon regard, c'est pour ça aussi que je viens du milieu du théâtre. Pour moi, c'est un jeu. C'est une expérience ludique, Brighter Mind. On ne peut pas prendre ça sérieusement. C'est pas sérieux. On n'est pas là pour intellectualiser les choses ou aller profondément, sérieusement. Non, c'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est que l'enfant s'amuse et en même temps stimule quand même son cerveau. Donc on va travailler sur différents... Il y a beaucoup de mouvements, comme tu as pu voir. On travaille sur la latéralisation du cerveau. On va... muscler, on va dire un peu grossièrement, son cerveau par différents exercices. Mais comment le parent qui va emmener son enfant à Brighter Mind, c'est un parent qui a déjà envie d'offrir à son enfant une stimulation cognitive complète et des outils de relaxation.
Donc, dans Brighter Minds, il n'y a pas de méditation. En fait, ce que tu as vu, c'est pas de la méditation. Je me permets de le dire parce que la méditation, c'est la méditation pour moi. Alors, il y a beaucoup de définitions de la méditation, mais c'est plus quand on met son attention sur une seule chose, de manière répétée, continue, avec un propos derrière, qui peut être spirituel, mais dans Brighter Minds, ou religieux d'ailleurs. Mais dans Brighter Minds, il n'y a pas du tout cette notion spirituelle ni religieuse. Mais vraiment pas du tout. Au contraire. Par contre, ce que tu as vu, c'est de la relaxation. Et là, ça c'est important, le moment de relaxation. Et le fait de permettre à l'enfant d'aller vraiment se relaxer autrement avec d'autres types d'outils qui sont quand même relativement innovants, c'est ce type d'expérience que les parents qui viennent, c'est des parents qui cherchent des réponses, qui cherchent des outils, parce qu'aujourd'hui, c'est pas évident pour les enfants de s'épanouir dans ce monde-là. Il y a énormément de questionnements, de perte de sens. Les parents, je vais pas refaire tout le tableau, ça on le sait, c'est pas la peine de tout décrire, mais il y a cet intérêt-là pour ce type de technique à la base. Et il y a aussi cette compréhension que le monde n'est pas que la réussite sociale. Et c'est clair. Je veux dire, aujourd'hui, je pense que si on veut contribuer positivement au monde, on est obligé de s'ouvrir à d'autres visions du monde. Est-ce que le monde qu'on a aujourd'hui, c'est quand même le résultat de certaines croyances et de certaines valeurs qui sont peut-être erronées. Et donc, c'est pas quelque chose de sectaire ou de complètement farfelu d'oser remettre en question une certaine vision. Et je pense que beaucoup de gens aujourd'hui ont cette aspiration de se dire, ok, là pour le moment, aujourd'hui ça fonctionne plus ce qu'on a. Comment est-ce qu'on peut se mettre, quel est le chemin, qu'est-ce qu'on doit faire pour que l'enfant puisse s'adapter et être épanoui. Donc l'intuition, la créativité, ça a été extrêmement dévalué au profit du rationnel, de l'analytique. Il ne s'agit pas d'opposer l'un ou l'autre, il s'agit de les rassembler. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est temps de sortir de ce clivage et de se réunifier, de retrouver le temps du débat. C'est trop facile d'aller dans la critique facile parce que ça ne correspond pas à nos croyances ou à nos dogmes. Mais pour moi, il est essentiel justement de simplement s'arrêter et de refaire un débat ensemble, de confronter les techniques, mais de prendre le temps. Bien sûr que c'est désagréable. Bien sûr que l'ego, il n'a pas envie de se tromper, on n'a pas envie... Sortir de sa zone de confort, c'est toujours compliqué. Exactement. Et on n'a pas envie de renoncer à certaines idées du monde. On a une vision du monde, on pense que la France, par exemple, va refléter certaines valeurs, et on pense que si on fait les choses autrement, on va être déloyal à certaines choses, alors que c'est pas du tout le cas. Je pense que là, il est temps de remettre l'enfant au centre et de comprendre de quoi on parle, de quel monde on parle. Et l'intuition, la créativité, elle a une place qui est fondamentale pour la construction de ce monde à venir. Et il y a moi je le vois, il y a une aspiration très très forte des enseignants qui sont quand même pour la plupart démunis aujourd'hui. Et il y a des solutions. Je ne dis pas que Brighter Minds va convenir à tout le monde, mais ça peut être une solution parmi d'autres. Et qui est aussi en cours d'adaptation. On est tout le temps en fait en train de se remettre en question. Exactement. L'idée, c'est pas de dire on est les meilleurs. Il n'a jamais été question de convertir, de convaincre. Il n'y a pas d'intérêt. C'est de proposer des outils en fait à ceux que ça. Tout simplement. Mais justement, moi je suis très curieux que tu puisses. Alors, ce que tu peux nous dire sur le protocole, de décrire ce que j'ai pu vivre pendant cette expérience, parce que tu l'as dit, tu es très ouverte si des gens veulent venir sur une séance d'exploration pour comprendre un peu comment ça marche. Mais quelle est la temporalité du protocole? Est-ce que les enfants doivent venir s'entraîner? Combien de fois? Comment ils s'entraînent chez eux? Est-ce que tu peux décrire du coup aussi cognitivement ce qui se passe par rapport à tout l'entraînement qu'on a fait ensemble? Oui, je peux. Alors, Brighter Minds, tel que c'est configuré aujourd'hui, c'est 10 sessions. 10 sessions de 3h30. Donc, ça représente un certain volume, mais finalement, c'est 32-35 heures. C'est pas si long que ça. Ce qui est intéressant dans cette méthode, c'est que c'est assez immersif. C'est-à-dire que l'enfant, il doit au moins être 3h30, 4h sur place. Et ensuite,
c'est quand même bien de s'entraîner de temps en temps à la maison. C'est-à-dire que c'est comme du sport. Tu vas pas faire une semaine de sport intensif et après plus jamais faire de sport dans ta vie. Le sport, c'est quelque chose on va entraîner régulièrement son corps. C'est pareil pour la nourriture. On va pas manger une seule fois bien et après plus manger bien du tout. Donc pour la stimulation cognitive, c'est la même chose. C'est quelque chose, c'est un art de vivre. On met en place des routines qui sont saines, qui sont simples, et après, on développe l'intérêt d'aller s'entraîner. L'intuition, c'est ça. L'intuition, c'est de l'entraînement. L'intuition, c'est cette capacité d'aller voir autrement le ressenti. On n'est pas dans la performance, on est dans un autre mode relationnel à soi-même. Et si tu veux que je te décrire toutes les séquences de Brighter Minds, donc c'est toujours les mêmes séquences. Donc à chaque fois, on va se retrouver autour du cercle et on va rappeler l'objectif de Brighter Minds. Il y a aussi des moments où on peut regarder certaines vidéos, où on va travailler sur des citations de personnes qui sont inspirantes. Pourquoi ? Parce que c'est intéressant de donner aux enfants des nouvelles idées. De leur parler de certaines personnes, par exemple Nikola Tesla, des gens qui ont réussi, qui ont inspiré, qui ont changé la donne. Et c'est drôle de voir que souvent les gens qui ont changé la donne dans ce monde-là, c'est des gens qui ont ouvert leur cœur. C'est des gens qui ont osé écouter leur intuition. C'est des gens qui ont fait confiance à quelque chose de complètement irrationnel et qui ont changé la danse. En fait. D'ailleurs, je crois que Nikola Tesla et Einstein parlaient souvent d'inspiration, dont ils étaient finalement assez humbles, en supposant qu'ils n'étaient pas les seuls à avoir ces idées-là et que parfois ils avaient une inspiration créatrice. Est-ce qu'ils en étaient pleinement en eux-mêmes responsables ? Ils se posaient légitimement la question. Oui, en tout cas, il y avait cette ouverture là-dessus. Oui, et cette conscience que, on va dire, il n'y avait pas une volonté égoïste. Il y a une contribution qui est globale. Il y a une volonté de faire du bien. Il y a quelque chose de cet ordre-là et quand on parle de ça à des enfants, à travers certaines petites vidéos, il ne s'agit pas de convertir à une idée, mais il s'agit d'ouvrir le champ des perspectives. Parce que tous les enfants aujourd'hui ne sont pas logés à la même enseigne. Et Brighter Minds, c'est pas quelque chose qui est élitiste. On n'est pas là à dire oui, on veut des enfants extrêmement les meilleurs, les leaders, les plus excellents. En fait, ça ouvre les portes. Exactement. C'est d'être conscient que, ok, j'ai eu une expérience du monde aujourd'hui, je peux agrandir cette expérience, je peux agrandir ce champ et je suis moi-même le maître de ma vie. Je suis moi-même le maître de mon chemin. J'ai la capacité de choisir. Et je pense que c'est pas un message qui est si courant de dire, même au niveau émotionnel. Donc, le fait d'avoir des repères inspirants à l'enfant lui permet aussi d'avoir une bouée et de se dire, ok, là, j'ai cette expérience du monde, mais je peux aussi aller vers autre chose. Et c'est pas quelque chose qui est... c'est pas une fausse promesse. Tu vois, c'est un entraînement. Le fait de comprendre que, par exemple, l'émotion, elle va pas durer. Une émotion négative, elle dure environ 90 secondes. On peut la dépasser si on le souhaite, mais ça, c'est notre responsabilité. C'est pas quelqu'un qui va le faire pour moi. Et donc, de dire ça à un enfant, de dire, c'est à toi de décider l'état intérieur que tu souhaites vibrer, on va dire, que tu souhaites rayonner. Si tu veux rester dans la colère, ok, tu as le choix. La colère, c'est un message du corps, c'est important de la reconnaître, c'est important de l'admettre, mais si tu vas rester tout le temps dans la colère et que tu vas la ruminer, voilà, tu vas moins bien respirer, ton sang va moins bien être oxygéné et il va y avoir ensuite de la dépression, etc. Donc là, l'idée, c'est d'offrir à l'enfant des perspectives. Donc, là, je t'ai parlé de ce temps... La partie vidéo, ouais. Voilà, de ce temps du cercle, des petites vidéos. Et ensuite, il y a de la stimulation cognitive avec des exercices de doigts, des exercices où on va bouger les mains. Donc, il y a des exercices qui sont très connus. Donc, avec les doigts, donc tu fais des mouvements différents des deux côtés. Donc ça va... Pour désynchroniser. Exactement. En fait, le cerveau droit va contrôler la partie gauche du corps, le cerveau gauche, donc ça travaille en croisée. Et le fait de travailler, de faire différents mouvements avec les deux côtés du corps, ça va permettre au cerveau, en fait, justement,
de s'harmoniser, on va dire. Mais ça, c'est aussi quelque chose qui est très subtil. On en reviendra peut-être après, parce que c'est la compréhension de ça, elle est... Voilà. On va en parler après. Donc après la gymnastique cérébrale, ça dure environ 15 minutes. Les enfants vont... Et on sent, on va créer justement ces transferts d'informations entre les deux hémisphères. Donc on va créer des connexions synaptiques en faisant des mouvements qui ne sont pas habituels. Moi, ce qui m'a surpris, parce que du coup j'ai fait cet entraînement aussi, c'était le fait de se mettre dans une posture où on n'est plus concentré sur une main et sur l'autre, mais finalement une posture de recul où on se concentre sur une vision globale du mouvement pour faire en sorte de créer une synchronisation qui est désynchronisée, donc ce qui peut paraître contre-intuitif, de commencer à faire des mouvements très lents et à partir du moment où on prend le pli, d'être un peu plus rapide et de s'habituer à l'exercice. Exactement. Ah oui. Ce qui est intéressant, c'est que le cerveau a besoin de nouveautés. Donc, d'aller vers ce type d'exercice, c'est comme de partir en voyage ou quoi que ce soit. Le cerveau va se réorganiser et va s'adapter. Il va créer des stratégies, justement, pour pouvoir répondre, en fait, aux besoins qui est demandé. Et donc, l'enfant, c'est pas des exercices qui sont agréables au début pour les enfants, parce qu'on ne sait pas les faire, on n'a pas envie. Donc, ça va demander à l'enfant de faire un effort, de travailler sa motivation, de travailler son intérêt, de travailler son corps, sa posture. Et moi, j'aime bien ça parce que je trouve qu'il y a un mythe aujourd'hui qui est aussi accéléré et accentué par la modernité, qui est que tout doit être accessible facilement sans effort. Mais non. Clairement, non. Mais c'est d'ailleurs aussi un peu le challenge, probablement de trouver le bon degré de difficulté, pas que ce soit trop facile pour qu'il y ait encore un intérêt cognitif ou au travail autour de l'intuition, en même temps pas trop difficile pour pas dégoûter l'enfant de continuer et de finalement qu'il y ait une réponse dopaminergique à se dire que le challenge peut être réussi. C'est ça. Oui. On est tout le temps dans ce besoin de mesurer les choses. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces exercices sont accessibles à tous. C'est pas des exercices qui sont compliqués. Et une fois qu'ils sont intégrés, on peut en inventer d'autres. L'essentiel, c'est vraiment d'aller vers l'envie de stimuler son corps régulièrement. Sans mouvement, il n'y a pas de neuroplasticité. Donc, c'est pas en étant dans son canapé, en mode courgette, qu'on va développer son cerveau. Donc, c'est aussi de se réapproprier, en fait, ses fonctions, ses qualités. Et donc, suite à cette stimulation cognitive, il y a de la danse. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de bouger. Alors moi, ça faisait très longtemps que je n'avais pas dû faire des chorégraphies de danse. C'était très rigolo, mais c'est sûr que je ne m'attendais pas nécessairement à ça. Oui. Mais voilà, le plaisir de faire du mouvement ensemble. Le plaisir de danser, de bouger son corps, d'exprimer, de suer, de sauter. Voilà, ça c'est... Et le but de cet exercice, c'est de dégager de l'énergie, de se sentir plus à l'aise avec son corps. C'est quoi derrière le travail qui est... c'est de se fatiguer. Ok. C'est de lâcher le mental, c'est de se fatiguer. C'est bien sûr travailler le corps, travailler la dissociation, parce que le fait de suivre des mouvements, le fait d'écouter de la musique, il y a tout le corps qui travaille, donc c'est très très fort, très très puissant en fait, la danse. Et c'est aussi un moment où on passe d'une forme de concentration un peu contraignante à quelque chose de beaucoup plus plaisant, parce que moi je voyais les enfants s'éclater à ce moment-là, peut-être même parfois redemander une danse qu'ils avaient bien aimée. Trop. Ouais. Ils ne veulent pas arrêter de danser, c'est clair. Et c'est quelque chose qui est... en fait, le moment de la danse, c'est vraiment créer cette joie. Créer cet environnement, on est dans la connivence, on est une équipe, on est ensemble, on s'amuse, on se prend pas du tout au sérieux. Tu as vu, on danse comme des fous. Il est pas du tout question de faire parfaitement une chorégraphie. Au contraire, il est là, on fatigue le corps. C'est essentiel de suer, c'est essentiel de se muscler, de tonifier le corps. Donc la danse, elle a des fonctions qui sont, je vais pas les décrire ici, mais le fait de fatiguer le corps, ça va permettre en fait d'aller vers l'intériorité. Donc le programme Alpha, il est vraiment conçu comme une vague. Donc tu pars d'un certain état, tu vas travailler ton cerveau, travailler ton corps pour aller justement dans une partie qui est beaucoup plus calme, où l'enfant va être plus relaxé. Donc après
cette danse-là, il y a une pause et puis il y a quelques exercices où on va travailler la mémoire. Je sais plus si on a fait ça avec toi, mais on a aussi fait... on a travaillé la main non dominante. Exactement, donc c'était des formes, pas de coloriage, mais on prenait une main, on devait faire finalement la symétrie avec l'autre main et parfois avec un décalage. Exactement. Ce qui était forcément un peu compliqué au début. Et puis une fois qu'on prend le coup de main, qu'on y va très lentement, on peut commencer à accélérer. Et finalement, le cerveau, à un moment donné, commence à s'habituer au fait de faire quelque chose qui n'est pas tellement naturel. C'est ça, exactement. Et donc tous ces exercices-là, ils vont stimuler la mémoire. Ils vont stimuler la concentration, l'attention. Et donc, voilà, c'est parfait pour l'enfant et pour on va dire, stimuler aussi les apprentissages. Donc, suite à cet épisode-là de travail sur la mémoire, l'observation fine, on va travailler sur les yeux. Donc, tu as testé les exercices oculaires. Donc, il y a différentes manières de travailler sur les yeux. Les yeux, sont très peu stimulés finalement. On est tout le temps devant les écrans, donc voilà, on est habitué à regarder un point fixe. Donc là, l'objectif, c'est vraiment que les yeux aillent dans les cavités oculaires pour qu'ils puissent se muscler, et ça va aussi permettre aux enfants de créer un état de relaxation et de détente. Voilà, c'est vraiment ça l'objectif, se détendre. Après, il y a dans les gymnastiques oculaires, on peut voir aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont écrites dessus. C'est très intéressant parce que, bien sûr, ça va permettre de lâcher prise et de se relâcher profondément. Il y a même les joueurs de foot qui travaillent leurs muscles oculaires pour voir les joueurs qui se trouvent peut-être parfois de côté sans forcément avoir à tourner la tête, et ça leur donne une vision du jeu plus globale. Tout à fait, oui. Donc ça, c'est le dernier exercice. Je ne sais plus s'il y en avait d'autres. Non, il y en a d'autres. Et donc ça, c'était les exercices oculaires. Ensuite, il y a des exercices de respiration. Donc voilà, apprendre à respirer, c'est la base. Ne pas être en apnée comme on l'est la plupart du temps, finalement. Donc les exercices respiratoires dans le programme Brighter Minds, il y a 3 exercices respiratoires qui durent environ entre 5 et 10 minutes. Et ensuite, il y a cette musique de relaxation. Donc, il y a une relaxation et il y a une musique de relaxation qui va durer environ 25 minutes ou 40 minutes, où là, les enfants sont allongés et ils se détendent. L'objectif, c'est pas forcément de s'endormir, mais c'est de se relaxer, de se relâcher. Et après ces moments de relaxation, l'enfant est dans ce qu'on appelle l'état alpha. Donc, l'état alpha, ou un état un peu plus fin, c'est un état où le cerveau est vraiment relaxé, détendu, et il est pas en pression, il n'est pas pressurisé par certaines questions. Et donc ensuite, on va travailler avec les bandeaux. Donc le fait de mettre un bandeau sur les yeux, c'est ce dont on échangeait avant, c'est vraiment de permettre à l'enfant d'avoir une expérience sensorielle différente qu'habituel, en fait. Oui, et puis je le rappelle, on verra si on peut mettre des images ou des vidéos de ça, mais c'est des bandeaux parfaitement occultants que j'ai pu tester moi, et on ne voit pas 1 millimètre de lumière derrière tout ça. Il n'y aurait aucun objectif à permettre aux enfants de tricher sur ce genre de matériel. Bien sûr, et c'est clair, qu'il y a des enfants qui vont essayer de tricher. Pourquoi ils vont essayer de tricher au début ? Parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Et donc, le fait de masquer la vue, forcément, le cerveau va rentrer dans un état d'alerte au début, et ils vont se dire « Oh là là, je ne vais pas y arriver ». Mais justement, l'objectif, c'est de ne pas y arriver. On n'est pas là pour y arriver. Donc moi, en tant que facilitateur, mon objectif, c'est de répéter et de répéter. Le résultat n'a aucune importance. On n'est pas du tout là pour arriver à une certaine performance. Pas du tout. Si ça arrive, mais personne n'est valorisé parce que ça arrive. C'est pas l'objectif. Petite question annexe cependant, est-ce que quand tu sais que tu vas voir quelqu'un ou que tu détectes un enfant qui potentiellement se pose énormément de questions là-dessus et qui partirait, on va dire, avec beaucoup de croyances limitantes, le fait d'être avec 2 autres ou d'autres enfants qui en fassent, avant peut-être que l'enfant fasse quelque chose, réussissent, peut donner ou casser un peu ces barrières limitantes à l'enfant? Pas toujours. Des fois, ça peut le mettre dans une sensation de compétition aussi. Ça va vraiment dépendre de l'environnement et de l'enfant. Et oui, ça va dépendre du contexte, effectivement. Tu vois, ce que je sens, enfin, ce que j'ai vu, c'est que l'enfant, les enfants sont extrêmement vulnérables, extrêmement fragiles, surtout quand ils mettent un bandeau
dans les yeux. Donc l'objectif de Brighter Mind, c'est sûrement pas de les déstabiliser, de leur faire du mal ou de les mettre au contraire. Notre objectif, c'est justement de créer l'effet inverse, de comprendre que ce qui est intéressant, c'est d'aller faire du silence à l'intérieur de soi, d'observer en toute humilité qu'est-ce qui se passe, qui on est, d'aller se rappeler de cette essence qui est à l'intérieur de soi. Et donc, au début, on peut voir des enfants qui essayent un petit peu de regarder sous le bandeau et on les voit tout de suite, ces enfants-là. Et c'est normal et c'est naturel. Et d'ailleurs, excuse-moi de le dire, mais on est dans une société de tricheurs. Tout le monde essaye de tricher, que ça soit dans le sport, à l'école. On est dans cette société-là. Donc l'enfant, il est conditionné à croire qu'il va devoir réussir. Et donc, bien sûr tu essayes de déconditionner ça et tu le répètes beaucoup dans l'entraînement en disant qu'on n'est pas du tout là pour faire un résultat. Et d'ailleurs, moi, ce qui m'a presque surpris, c'est quand la petite fille dont j'étais le facilitateur à chaque fois a trouvé le résultat, elle n'était pas particulièrement, alors elle était plutôt contente, mais ça provoquait pas de réaction incroyable non plus. On aurait pu se dire c'est phénoménal d'avoir ce résultat-là, et en fait elle avait réussi comme si elle avait mis des Legos ensemble et que ça s'empilait bien en fait. C'est ça. Pourquoi ? Parce que, déjà, c'est vrai qu'elle a déjà été entraînée, elle a déjà fait un processus complet, donc elle a été heureuse au début. Parce qu'au début, quand l'enfant, il a un résultat, on va dire, qui est à la hauteur de ses attentes, il va dire « Waouh, c'est incroyable !» Mais au bout d'un moment, il n'y a plus ce « Waouh !» parce que c'est simplement quelque chose de naturel. Ouais. Et même quand il n'y est pas, dans ce résultat, il y a cette plénitude de l'expérience. On est dans l'expérience. Bien sûr, on n'est pas dans le magique. C'est-à-dire que le facilitateur, il travaille quand même. C'est pas un scientifique. Il n'est pas obligé d'être scientifique pour faire du Brighter Minds. C'est un animateur. Et donc, il y a un travail, comme tu disais avant, de déconditionnement. Comme dans tous les apprentissages. Au début, l'enfant qui n'arrive pas à écrire, il va parfois se décourager, il va en avoir marre. Et ben, le travail du facilitateur, c'est quand même... Exactement. On l'encourage, on l'accompagne, on maintient son intérêt éveillé. Et bien sûr, des fois, on a envie de faire des raccourcis, de tricher. Et le facilitateur, simplement, il observe et il dit, si tu triches, tu donnes un message erroné à ton corps, ça n'a aucun intérêt. Et aucun enfant qui fait Brighter Minds ne triche au bout de la 2-3e session. Ils ont compris que ça allait les desservir. Ouais. Donc ça, il faut remettre les choses dans leur contexte. Mais après, il faut aussi comprendre l'enfant, d'où il vient et d'où il part. Et c'est normal que quand on lui propose une expérience qui est nouvelle, il peut ne pas avoir forcément confiance tout de suite, s'interroger, et c'est normal. Oui. Et il n'y a pas de problème. On est tous comme ça. On fonctionne tous pareil. Pour revenir sur ce que moi j'ai pu vivre du coup avec cette petite fille, quand elle dit qu'elle passe la carte sous son nez, qu'elle dit je sens, alors je sais plus si elle disait je sens l'orange, je ne sais pas s'il s'agissait du fruit ou de la couleur, parce que peut-être que dans ce type d'expérience il peut y avoir une forme de synesthésie à ressentir des couleurs, mais ça je suis curieux d'avoir un peu, puisque est-ce que tu peux nous décrire finalement toute la dernière partie, notamment avec les cartes où on doit bouger la carte près de son corps, qu'est-ce qu'on peut être en droit d'attendre et voilà, qu'est-ce que les enfants peuvent vivre, parce que finalement comme ça avait duré 4 heures, on n'avait pas débriefé à la fin, mais on peut le faire ici presque en direct, mais je suis curieux que tu puisses nous décrire quelles sont finalement la partie visuelle, les sensations, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue cognitif pour l'enfant. Alors, tu dis d'un point de vue cognitif, tout de suite, on ne peut pas vraiment... Est-ce que c'est d'un point de vue cognitif ? Moi, je pense qu'il faut beaucoup d'humilité. Déjà, chaque enfant va avoir des perceptions et des ressentis qui sont différents. Il y a des enfants qui ne vont pas forcément ressentir les événements, les éléments, on va dire, pendant la session Brighter Minds, mais après, on peut avoir des retours des parents qui disent « Waouh, là, il est très très clair sur certaines choses, il a développé une grande confiance en lui, donc il va y avoir des effets plus tard qui ne sont pas forcément en relation avec l'expérience, en relation directe avec l'expérience qui a été vécue pendant la session Brighter Minds. » Mais donc, dans une session Brighter Minds, quand l'enfant a les yeux bandés, on travaille avec des balles, avec des cartes, et effectivement, l'enfant va passer la carte sur les mains, sur les bras, il va la sentir, il va la passer sur les oreilles, il va stimuler en fait ses sens. C'est-à-dire qu'on passe des sens, le toucher, l'odorat, l'ouïe.
On va la passer aussi sur la tête, dans le dos, sous les pieds. Donc, on est vraiment collé à la peau. Et on va travailler, en fait, cet aspect sensoriel. Mais cet aspect sensoriel, ce n'est que le début. Finalement, c'est une croyance. Donc, c'est juste pour venir, finalement, ouvrir la porte de son intuition. Exactement. OK. On est complètement dans un système de croyances, dans notre monde, là. On vit à travers des filtres en permanence. On vit à travers des croyances, des biais cognitifs qui limitent et qui contraignent l'expérience sensible l'expérience qu'on est en train de faire du vivant. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est d'utiliser de manière graduelle des éléments, des outils pour que l'enfant puisse en fait entraîner ses sens d'une autre manière. L'objectif, c'est de développer son attention. L'attention, on peut tout faire avec l'attention. L'attention, c'est la clé. Ça paraît très simpliste, mais en fait, c'est la clé. L'attention, elle va nous ouvrir une conscience d'une nouvelle expérience du monde. Si on pose son attention d'une certaine manière sur le monde, on ne va pas avoir le même type de résultat que si on est dans la précipitation et la peur, la colère, la frustration. Donc clairement, la manière dont on va poser notre attention, notre concentration, dont on va ouvrir sa réceptivité, dont on va raisonner en fait avec le monde va conditionner notre expérience et notre relationnel au monde. Mais pour essayer de répondre, alors en toute humilité, je vais peut-être pas satisfaire, je vais peut-être pas te satisfaire, mais il n'y a pas eu d'études clairement. On peut pas dire qu'est-ce qui se passe réellement lors du processus intuitif. C'est pas possible. Je peux pas te dire, voilà, il va ressentir ça. Ce qui est sûr, c'est que quasiment tous les enfants vont ressentir, par exemple, vont sentir l'orange, le goût de l'orange quand il y a de l'orange. Ils vont avoir des images qui vont se développer. Il y en a certains des images qui vont émaner. Il y en a qui vont entendre des sons. Mais même moi, je l'ai fait quand je me suis entraînée. Pourtant, voilà, j'avais pas du tout l'âge. J'ai aussi ressenti certaines choses parce que, en fait, on est un organe sensoriel. Mais est-ce que ça revient à dire que chacun pourrait être doué, alors on parle de sixième sens, de clairaudience, clairsentence, clairvoyance, et qu'en fait, peu importe les qualités de l'enfant, il va peut-être, en l'occurrence, la petite fille pour laquelle j'étais facilitateur, avait plus des sensations visuelles. Alors visiblement pour l'orange, c'était du clairsenti. Mais est-ce qu'on est un peu dans ce phénomène-là et du coup, ça m'amène à te poser une autre question, au-delà de est-ce qu'on vient dans un champ de conscience, récupérer de l'information, ça on pourrait en discuter, mais déjà sur le rapport corps et esprit. Parce que moi, le sentiment que j'avais quand la carte passait près du corps, c'est comme si le corps venait donner des messages. Alors tu nous le décris comme finalement presque une première étape pour ensuite se faire plus confiance et se détacher finalement de ce phénomène-là. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce lien corps-esprit et pourquoi est-ce qu'il peut être important ? Effectivement, quand on ouvre son attention à d'autres informations, à un autre champ informationnel, il est possible de recevoir certaines images, certains ressentis, certaines odeurs, parce qu'on est un organe sensoriel. Donc, le corps, il est complètement interconnecté avec quelque chose de l'ordre du ressenti. Après, les couleurs, c'est pas la matière, c'est de l'énergie. Les couleurs, c'est un champ électromagnétique. On est dans ce domaine-là, clairement. On est des êtres sensibles qui sont complètement interreliés les uns aux autres par des champs électromagnétiques. Donc, il est complètement possible de se connecter à certaines informations à travers la peau. C'est beaucoup plus simple, mais ce n'est que le début d'une grande aventure. La carte, ça va rassurer l'enfant, parce que la peau, c'est à travers la peau, donc on va se dire, bah oui, c'est plus facile, il y a un outil. Mais après, c'est aussi bien sûr possible d'aller beaucoup plus loin. Mais encore une fois, c'est pas l'objectif de Brighter Minds. Il y a beaucoup de concurrents qui font aussi ce type de méthode, qui vont aussi développer ce type de ressenti et d'habilité, de compétence. Je sais pas si c'est une compétence, mais en tout cas d'intuition, de super connexion, de super conscience. On pourrait le définir peut-être comme ça plutôt.
Justement, tu dis que c'est pas l'objectif de Brighter Minds. Pour autant, j'imagine que tu as eu beaucoup d'étudiants d'enfants qui ont pu développer certaines capacités. S'ils ont envie d'aller plus loin, comment est-ce qu'ils peuvent faire? Et finalement, est-ce que tu as eu vent d'histoires un peu incroyables? Et tu parlais de ce qui se passe en Inde. On a vu des histoires absolument dingues où en fait, je crois que c'était une jeune fille indienne qui était capable par précognition de voir finalement avant quels étaient les examens qu'elle allait avoir, et donc elle le définissait finalement sur son ressenti à elle, comme d'aller taper dans un champ de conscience plus vaste et récupérer une information en parlant de non-spatialité, non-localité. Donc il n'y a pas de temporalité, pas de localisation, donc c'est intéressant aussi, mais c'est une conception potentiellement très différente de la nôtre. Mais du coup, je suis curieux de voir comment, si tu as des enfants un peu doués que tu as vus sur ces pratiques-là, comment est-ce qu'ils peuvent continuer de développer? Qu'est-ce que tu as pu voir en termes de compétences ou de capacités? Eh bien, les enfants qui peuvent aller plus loin que justement mettre la carte, c'est de ne plus se limiter justement au local et d'être capable, par exemple, on met par exemple, je cache quelque chose dans une pièce, il est possible d'aller identifier la cible qui a été cachée. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Pourquoi c'est possible? Parce qu'en fait, c'est qu'une croyance que ça n'est pas possible. Et c'est quelque chose qui est complètement... On est tous connectés à ce type d'intelligence. Parce que moi, je crois, de ce que j'ai vu, c'est que c'est une fonction qui est utile, sauf qu'on ne l'a pas développée aujourd'hui parce qu'on s'est prémuni d'une autre manière, mais on a des compétences. Dans Brighter Minds, oui, il y a certains enfants, notamment en Inde, qui vont développer, donc déjà il y a le programme Alpha dont on parle, mais on peut aussi aller beaucoup plus loin, faire le programme Alpha+. Et plus en fait un enfant est détendu par rapport à ses qualités, plus il va avoir envie de s'entraîner et il peut développer son intuition de manière XXL, j'ai envie de dire. L'intuition, c'est le début. Ça, est-ce que tu as des demandes de la part des enfants en te disant, ok Alicia, là c'est quelque chose que l'exercice je l'ai réussi plutôt bien, ça m'amuse, mais ce qui m'amuse c'est plutôt la fin, donc de découvrir des choses que mes sens traditionnels ne pourraient pas forcément détecter, et j'ai envie d'aller plus loin. Est-ce que tu peux nous décrire le programme Alpha+, est-ce que tu le proposes? Alors, je ne le propose pas encore en Europe, mais il sera bientôt disponible, et donc le programme Alpha+, il va aussi travailler sur les maths et la créativité. Donc et la mémoire. Donc ça va aussi travailler sur l'autre côté, mais c'est des enfants qui ont déjà fait alpha, donc ils ont déjà développé. Ils sont assez relaxés par rapport à l'intuition. Ouais. Ils ont déjà en fait cassé la barrière, ouvert la porte en se disant c'est plus des phénomènes qui me semblent paranormaux ou étranges, mais c'est un prolongement finalement de sens que j'utilisais peut-être pas jusqu'au bout aujourd'hui en fait. Oui, tout à fait. Et pour répondre à ta question, c'est plutôt les parents qui aimeraient que leurs enfants développent des compétences intuitives et qui viennent pour ça. Moi, ça me fait beaucoup rigoler parce que c'est souvent leur besoin à eux. L'enfant, en général, il va pas forcément le demander parce qu'en fait, il n'est pas forcément conscient déjà que ça existe et il est jamais dans une volonté de pouvoir ou de maîtrise sur quelque chose. C'est quelque chose qui est complètement organique et c'est pour ça que le fait de travailler avec des enfants, moi, ça m'émerveille parce que justement, et je pense que c'est pour ça que c'est beaucoup plus simple pour un enfant de développer son intuition, c'est que l'enfant, il est proche du merveilleux, il est proche de l'enthousiasme. Et l'enthousiasme, avant tu me disais, c'est quoi le lien corps-esprit? Mais c'est l'enthousiasme en fait, c'est cette capacité à s'émerveiller, à aller se surprendre, à rentrer pleinement dans l'expérience, en faisant un peu taire ce mental analytique. Il en faut, de l'analytique, il en faut. Je veux dire, le problème de l'intuition, c'est ça. On en a tous, mais on n'est pas capable de la décoder. Parce qu'on va l'interpréter. Et donc, c'est d'être capable de repousser ce champ-là entre l'information brute et l'interprétation. C'est un petit champ qui finalement change la donne. Oui. Parce que souvent, on va rentrer... En plus, aujourd'hui, il y a énormément de vidéos, c'est très à la mode en fait. Il y a beaucoup de choses qui sont très très à la mode, donc on va vendre des recettes, on va entendre des gens qui vont parler d'une certaine manière, mais l'enfant, il n'est pas forcément dans l'ego et il n'est pas forcément dans cette volonté-là de super pouvoir. Et donc c'est parce qu'il n'est pas dans cette volonté-là qu'en fait il va développer cette relaxation intérieure et qu'il va rentrer en résonance avec cette partie pure. Et moi, par exemple, dans Brighter Minds, j'ai jamais rencontré
un enfant qui était capable de tricher ou d'avoir des informations avant sur, par exemple, le loto ou des choses qui... Je n'ai jamais rencontré des enfants comme ça, parce qu'il y a toujours... C'est comme si, j'ai envie de le dire en toute honnêteté, c'est comme si l'intuition était liée à la conscience. C'est-à-dire que on peut pas tricher, on peut pas l'utiliser au détriment de quelque chose. On peut pas l'utiliser. Moi, c'est ma conception. Hein, j'assume. Comme s'il y avait une forme d'éthique et de morale interne sur on va dire la meilleure partie de soi-même, étant donné que ça puisse vouloir dire quelque chose, mais en tout cas qui nous protège de nous-mêmes par rapport à notre ego là-dessus. Exactement. Moi, je pense que, alors, je dirais pas le mot moral, mais je pense que déjà l'intuition, elle est pleinement reliée à notre cœur et à notre intelligence émotionnelle. J'aime pas le mot émotion parce qu'il est très... Il conditionne à un label d'émotion. Oui, alors qu'on parle plus là de ressenti très fin, de conditions intérieures. On est plus dans ce type de champ lexical-là. Et l'intuition et la conscience, ça va être connecté à ce grand tout et à cette humilité que on ne sait rien, en fait. Et donc, avant qu'on se voit, je te parlais de Ian McGilchrist. Et je m'autorise à le citer aujourd'hui parce que je trouve que les travaux qu'il a fait sur... les recherches qu'il a fait sur l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit sont extrêmement intelligentes et pertinentes. Et donc, j'invite vraiment les auditeurs à aller... voir que effectivement la science, en fait, bien sûr qu'on a des idées, on sait que le cerveau gauche n'est pas que logique, le cerveau droit n'est pas que émotionnel, ça fonctionne comme un tout. Les deux hémisphères sont interconnectés. Mais lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il va aller dans une compréhension des hémisphères et de leur relation au monde. Et il va vraiment dire qu'aujourd'hui, on ne relationne qu'avec le gauche. C'est-à-dire qu'on est dans cette espèce de paradigme où les choses, elles doivent être que d'une certaine manière. Et il n'y a pas la possibilité au doute. Il n'y a pas la possibilité à l'implicite, au paradoxe, à tout ce qui fait, en fait, tout ce qui compose le monde. Et donc, il va dans ce sens-là, et c'est extrêmement intéressant parce que je pense qu'il y a la clé là-dedans. Donc oui, on ne peut pas dire que l'intuition est reliée au cerveau droit, mais quand même, la relation dont le cerveau droit son mode relationnel, dont il va relationner au monde, il va être en lien avec cette partie-là, intuitive. On mettra le nom ou le lien dont tu parles en description. Bien sûr. Moi, j'ai envie de revenir sur un sujet. Les enfants qu'on a vus, et je crois que tu communiques dessus, c'est plutôt entre 8 et 11, 12, 13 ans. Pourquoi cette tranche d'âge ? Qu'est-ce que ça change ? Et est-ce qu'on peut continuer de pratiquer quand on a un enfant qui a fait le programme Alpha ou Alpha Plus par la suite ? Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette tranche d'âge ? Oui, alors Brighter Minds, c'est à partir de 5 ans. Ça dépend de la maturité de l'enfant et c'est jusqu'à 15 ans. Enfin, Brighter Minds, le programme Alpha. Okay. Quand les enfants ont fait le programme Alpha, ils peuvent faire Alpha Plus bien après 15 ans. Ce que je peux te dire sur cette tranche d'âge, c'est que les enfants qui sont... qui n'ont pas encore 15-16 ans vont être justement dans cette capacité à s'émerveiller. Ils vont rentrer d'une autre manière dans l'expérience, donc ça va être plus facile... d'être dans le jeu. On est encore dans le jeu et on est moins dans le contrôle. Donc voilà, le programme, il a été fait plus pour ce type de tranche d'âge, mais ça ne veut pas dire qu'un enfant qui a 17 ans, un jeune qui a 17 ans, ou quelqu'un de 25 ans ne peut pas développer son intuition ou ses compétences cognitives de cette manière. Pas du tout. C'est juste que la marque Brighter Minds, elle a décidé de limiter l'expérience, de proposer, en tout cas, de vendre l'expérience à cette tranche d'âge-là.
Justement, t'en parlais un tout petit peu, le programme Alpha+, que tu vas probablement bientôt mettre en place en France, plus axé sur les mathématiques. Qu'est-ce qui va permettre et pourquoi est-ce qu'il va potentiellement plus loin s'il s'appelle plus ? Alpha+, il va plus loin parce que les enfants ont déjà fait Alpha et donc ils vont avoir déjà intégré certaines activités. Donc ils vont développer beaucoup plus facilement leur créativité, les mathématiques, parce que après, il faut aussi recontextualiser. Ça a été fait en Inde. En Inde, les enfants... Une nation d'ingénieurs où ils jouent beaucoup aux échecs, où la logique est très importante. Oui. Mais on a tout à apprendre. Enfin, je pense que ça peut... Oui, c'est un programme qui est à peu près basé sur le même... Il y a aussi de la gymnastique cérébrale, il y a aussi des exercices de développement sensoriel. Mais donc, l'enfant peut aller plus loin. Donc, voilà. Mais tu sais, avant, tu me disais, parce que c'est vrai que c'est... Tu parlais de cette... des différentes étapes par rapport à l'intuition, par rapport aux perceptions sensorielles qu'on peut avoir. L'enfant, quand il a fini Brighter Minds, il a compris qu'il n'est pas obligé de se limiter. Donc lui-même, il va avoir envie de jouer, il va s'entraîner de lui-même. Peut-être que de manière complètement indirecte, en vivant sa vie, il va développer d'autres capacités. Exactement. Parce que intuitivement, il va aller vers des choses qui vont l'amener à développer tout un tas de capacités. Oui, l'idée c'est pas de savoir lire avec un bandeau ou de pouvoir sentir les couleurs. C'est pas du tout l'objectif. Je le redis encore parce que je pense que ça met du temps à être intégré, cette notion-là. Mais le fait d'entendre son intuition, ça va bien au-delà de ça. C'est d'être capable de savoir de faire des choix qui sont bons pour soi. C'est d'être capable de prendre du recul aussi sur les choses, d'avoir une gestion émotionnelle qui est différente. Voilà. Et justement, sur ce programme Alpha+, sur ce qui peut être constaté, même si encore une fois la culture est différente en Inde, qu'est-ce qu'on constate de, finalement, alors même si le but n'est pas forcément d'avoir des résultats, mais en tout cas de ce qui peut se transformer chez les enfants qui ont déjà fait Alpha et qui font Alpha+. Ils sont très très à l'aise dans les apprentissages. En termes de mémoire, il y a une capacité de mémoriser qui est beaucoup plus importante, il y a de l'intérêt, il y a de la motivation. Un enfant qui sait pourquoi il fait les choses, il va le faire. Un enfant qui ne sait pas pourquoi il doit apprendre ou il doit travailler, il ne va pas le faire. Donc c'est d'être pleinement maître de sa vie, pleinement maître, d'être vraiment d'être acteur en fait de sa vie. Moi j'ai vu ça chez certains enfants. Ça c'est impressionnant d'avoir un niveau de maturité, d'intelligence et de relaxation par rapport à la vie, d'être capable de simplement coopérer avec son entourage sans être dans une relation conflictuelle à ce qui nous arrive, ou souvent on peut voir aujourd'hui, quand on n'a pas les choses qu'on veut de la manière dont on veut, on va être dans un certain mode de fonctionnement. Et là, c'est d'être capable de glisser, de jouer en fait avec ces événements et de prendre la vie peut-être de manière plus légère. Oui. Moi, je pense que ça peut changer la donne. Alors je fais une transition, on en a discuté un petit peu en off. J'avais reçu Fabrice Bonvin avec qui on a parlé de remote viewing et on sait aux États-Unis qu'il y a un programme, puisque ça a été déclassifié par la CIA, qui s'appelait le projet Stargate et qui en fait c'était Pat Price, Al Puthoff et Joe McMoneagle qui était un intuitif, qu'on crée au sein du Stanford Research Institute, un programme pour aider des intuitifs ou d'autres personnes à faire de la vision à distance, du control remote viewing. Et en fait, quand on en discutait avec Fabrice, et il y a tout un tas de bouquins, c'est assez scientifique, il y a tout un protocole intuitif où on part d'un espèce de nombre qui ensuite doit nous permettre intuitivement, alors je vais pas revenir sur les différentes étapes, je mettrai le lien de la vidéo, mais finalement qui se travaille presque comme un muscle, et toutes les personnes qui a priori s'entraînent à un moment donné arrivent à obtenir des résultats qui a priori défieraient ce qu'on pourrait trouver de manière par hasard. Et donc je le rappelle, à l'époque ils ont même découvert un sous-marin espion 6 mois avant que ce soit révélé par l'URSS, des localisations qu'ils n'auraient jamais dû trouver, et 15 des 17 services de renseignement américains pendant plus d'une quinzaine d'années ont fait appel à ce service-là, et en plus ça qui coûte pas très cher, donc on se doute bien qu'ils devaient obtenir des résultats, mais tout ça est très largement détaillé. Ma question en fait, c'est de se dire, est-ce qu'on vient travailler le même type d'intuition? Est-ce que c'est un peu le même process mais qui a été utilisé à des fins, je ne commande pas le fait que ce soit utilisé par des services d'intelligence, mais quel est ton avis sur, est-ce que c'est la même nature de phénomène? Je pense qu'il y a effectivement certaines choses qui sont très très proches. Moi, je ne l'ai pas pratiqué et j'ai pas rencontré de personnes qui l'ont pratiqué personnellement. J'ai juste lu des choses dessus.
Mais effectivement, il y a ce qui est très très proche, c'est cette compréhension de l'importance de la relaxation et de l'importance de ce qu'on appelle l'onde alpha. Est-ce que tu peux nous dire peut-être un petit mot, parce que le programme s'appelle Alpha, oui. Tu as parlé de relaxation, oui. Quelles sont les différentes ondes et l'onde alpha? Voilà, donc il y a différentes ondes, bêta, gamma, alpha, theta, delta. Donc l'onde alpha, c'est une onde qui va avoir environ 10 Hertz, un peu moins de 10 Hertz, et qui va mettre le cerveau dans un état, on va dire, de relaxation, un état qui est aussi propice aux apprentissages. Et donc là, c'est dans le programme Brighter Minds, et même, je pense, dans ces programmes dont tu parles de vision à distance, que, encore une fois, je ne connais pas, hein, mais je sais qu'ils ont sans doute travaillé avec l'Institut Monroe. Et donc, ce que l'Institut Monroe a fait, ce qu'il y a aussi dans Brighter Minds, c'est cette musique qu'on appelle la musique binaurale. Donc, c'est une musique qu'on appelle une musique de synchronisation hémisphérique. Donc, chaque oreille va avoir un son différent qui va créer un décalage, et ensuite, voilà, le cerveau va être attiré par l'onde. Enfin, c'est l'inverse. Par la différence, des deux. Par exemple, mettons qu'on ait une onde à 8 Hz sur une oreille, 10 Hz de l'autre, il va y avoir une différence de 2 Hz et c'est ça qui va être capté. Ouais. Voilà. Et donc, l'importance de la relaxation, l'importance de cette onde-là, visiblement, semble commune dans les pratiques. Et dans la vision, dans l'intuition, le fait d'être connecté à la conscience, d'être relié c'est d'être relié à quelque chose de plus grand que soi. Et alors, encore une fois, quand je dis plus grand que soi, on va dire, mais on parle de spiritualité, de religion. Non, pas forcément. On n'est pas forcément... je pense que c'est vraiment une posture intérieure. C'est une posture très humble et d'ouverture, d'être un récepteur, de se mettre en état de récepteur et de laisser simplement faire les choses. Et bien sûr, on aime aujourd'hui dans nos sociétés compliquer les choses, on a besoin d'explications truculentes, compliquées pour expliquer des phénomènes, mais en fait, la réalité est souvent dans la simplicité. Et j'ai envie de t'embêter, de te poser malgré tout une question. Tu m'as dit que je pouvais te poser toutes les questions. Bernardo Kastrup, qui est mi-chemin entre le scientifique et le philosophe, en parle de manière assez étendue. En fait, il vient remettre un peu, pour contextualiser, lui, il parle beaucoup du matérialisme contre le post-matérialisme ou le spiritualisme. C'est vrai que la théorie, on va dire, aujourd'hui, ce serait de dire que la conscience est produite par le cerveau. Lui émet l'hypothèse que finalement la conscience est préexistante au cerveau et pas un byproduct du cerveau. Et donc c'est un peu ça quand on pose la question de se dire quand on vient finalement récupérer une information qui serait pas une information sensorielle produite par le cerveau, un peu en dehors de ça, est-ce que si on fait une analogie, ce serait pas de dire qu'à un moment donné l'ordinateur comprend que c'est pas juste des logiciels internes mais qu'il vient aller chercher l'information dans ce que serait l'internet? Oui, c'est une bonne analogie. Et du coup, qu'est-ce que tu penses de cette théorie ou... Moi, je ne sais pas si je suis légitime pour donner mon avis sur ça, mais effectivement, je ne pense pas que la conscience soit le produit du cerveau. Mais en fait, toi, ce que tu dis, c'est que peu importe que ce soit le cas ou pas, puisque ça n'interfère en rien sur ce que font les enfants et la manière dont ça améliore leur capacité, en fait. Non, ça n'interfère en rien. Mais ce qui est sûr, c'est que si on veut développer son intuition, il faut forcément faire taire un peu le mental. On peut pas penser simplement. C'est pas une expérience qu'on peut penser, c'est une expérience qu'on vit. Donc il faut la vivre avec tout son être. Et moi personnellement, quand je guide les enfants, pour moi le cœur a une place qui est essentielle. Pour moi, le cœur, oui, c'est la racine. C'est à l'intérieur de ce cœur-là qu'on peut. Pourquoi ? Parce que c'est le cœur qui aime. On a cette intelligence très très fine et très très subtile au niveau du cœur. Et moi, j'aime inviter les enfants à aller se connecter dans leur espace à l'intérieur du cœur pour aller justement se détendre. Et donc pour moi, la conscience, bien sûr, elle est partout, mais elle est aussi complètement reliée au cœur.
Il y a des choses, moi, qui m'ont fasciné. Alors, je regardais toujours du côté de l'Inde, mais en lien avec Brighter Minds. Il y a The Art of Living, il y a tout un tas de process autour de ça. Mais certains enfants qui disaient voir ou détecter ou prendre conscience de certains événements avant qu'ils se réalisent, ce qu'on va appeler la précognition. Alors certains, si on est plus sur des champs physiques ou de physique quantique, vont parler de rétrocausalité. Je rentre pas dans ces débats sémantiques, mais qu'est-ce que ça t'inspire? Parce qu'en fait, ça nous pose de réelles questions sur notre conception du temps. Exactement. Parce que là, j'ai envie de dire, c'est intéressant d'aller voir les travaux de Philippe Guillemant, parce que c'est très pertinent ce qu'il raconte là-dessus. Moi, je pense qu'effectivement, la vision linéaire du temps peut largement être remise en question aujourd'hui. Il y a différents chercheurs qui en parlent, différents physiciens. Et il est possible de taper, d'aller chercher des informations dans d'autres dimensions. Alors, j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, mais moi je fais référence à un podcast qui m'a vraiment intéressé, qui sont les télépathies tapes, où on voit ces enfants qui sont autistes non-verbaux, donc on pourrait se dire qu'ils sont finalement avec des contraintes très, très lourdes, et en fait qui a priori seraient doués de télépathie, et donc qui arrivent à échanger entre eux dans ce qu'ils appellent the hill, donc qui serait la colline, et en fait ça semble être une seule partie finalement de toutes les capacités qu'ils peuvent avoir, et donc ce qui pose évidemment énormément de questions, puisqu'on est dans ce que tu décris, sauf que eux, a priori, sont non-verbaux, donc sont finalement empêchés d'un des sens qu'on peut avoir. Et c'est intéressant à mettre en relief avec les entraînements de Brighter Minds, où en fait, on est privé d'un sens qui est le sens le plus utilisé. Et donc, une des questions qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'il est nécessaire d'avoir une privation d'un sens pour en fait développer des capacités intuitives plus fortes sur d'autres sujets? C'est une très bonne question. Moi, je pense que c'est difficile d'être connecté à son intuition quand on a les yeux ouverts. Donc le fait déjà d'avoir les yeux fermés, ça nous permet déjà de se détendre, d'avoir déjà d'écouter, d'avoir une attention différente. Mais une fois qu'on est entraîné, une fois que même quand un enfant est entraîné et qu'il a l'habitude du processus, l'intuition elle émerge tout le temps. De toute façon, l'intuition c'est une fonction qui est aussi dans notre corps pour nous protéger. Donc les informations, elles arrivent. Et d'ailleurs, les animaux sont extra-intuitifs. Certains animaux réagissent beaucoup mieux que certains humains qui sont parfois trop dans le mental. Exactement. Par cette caractéristique d'intuition. Oui, il y a l'instinct, ce qu'on appelle l'instinct, qui est complètement développé et qu'on est en train de perdre, même avec l'utilisation de nos GPS quand on n'entraîne plus correctement notre cerveau. Mais oui. Tu parlais d'Inde tout à l'heure et du fait que tu as fait de la méditation. Alors, je pense que tout le monde est familier avec les sessions de Vipassana, de méditation un peu de longue durée. Beaucoup parlent de retraite dans le noir, de dark retreat, où les gens finalement vont faire de la méditation mais en ne voyant rien, en étant dans le noir, et qui a priori pourrait faire sécréter au cerveau de la DMT, qui est aussi une substance qui est présente dans des psychédéliques ou dans des plantes médecines pour certains. Et bien du coup, qui est une privation d'un sens pendant une très longue période, et qui est un peu en lien finalement avec, alors privation du sens chez l'enfant qui s'amuse pendant quelques minutes est très différente, mais pour compléter un peu ce qu'on dit, qu'est-ce que ça t'inspire, le fait de potentiellement le cerveau se réadapte différemment en étant vraiment privé d'un sens pendant une plus longue durée? Il se réorganise de toute façon, ça a été... Ça a été prouvé. Il y a les travaux de Igelman qui sont super intéressants, de Paul Bach-Irita sur la substitution sensorielle. Je pense que David Igelman, il est vraiment... C'est incroyable les travaux qu'il a fait. Ça vaut le coup d'aller voir. Le fait d'être contraint, ça va obliger le corps à trouver une stratégie pour arriver en fait à un certain résultat. Le fait moi je fais de la méditation par exemple avec Heartfulness et il y a pas, je connais pas Vipassana, j'ai jamais fait des retraites dans le noir et il n'y a pas ce type-là de privation de sens, ou en tout cas c'est pas comme ça que moi je l'ai pratiqué. Mais moi quand je fais de la méditation, je ferme mes yeux, je médite pas les yeux ouverts, je ferme les yeux. Le fait de fermer les yeux, ça va me donner un accès direct, plus direct en tout cas à mon cœur, et ça va me permettre de me détendre, de me relaxer et de on va dire d'augmenter ma conscience corporelle, travailler sur ma respiration, et donc je vais être reliée, on va dire, à mon grand moi, à mon soi, autrement. Voilà, c'est très très simple finalement. Donc
le problème des yeux, c'est qu'aujourd'hui, il est surutilisé. Mais je dis pas qu'ils sont pas, c'est pas, ils sont nécessaires. On a besoin des yeux. Après, c'est intéressant d'être capable de faire une pause et d'être capable d'aller voir à l'intérieur, de comprendre le monde, de ressentir le monde, de le comprendre autrement que par le visuel. Oui. Avant de faire le podcast, et du coup j'avais fait cette expérience qu'on a racontée tout à l'heure, tu m'as aussi transmis un document, et c'était important pour toi pour continuer d'être le plus finalement factuel possible et pas sortir des jalons du rationalisme. C'est un rapport d'un huissier de justice qui était venu constater une séance. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Oui, tout à fait. Alors, j'ai fait venir un huissier de justice près de chez moi en août dernier. Pourquoi ? Parce que il y avait une vidéo polémique sur Brighter Minds qui était avec des questions très légitimes d'ailleurs. C'est normal de se poser des questions, c'est normal d'avoir un doute, mais la vidéo a été... ils ont utilisé des passages tronqués pour faire dire des choses qui sont fausses. Et pour créer, ils ont assombri les images, donc pour créer la panique, pour créer de la méfiance et vraiment créer de la polémique. Je tiens à dire que j'ai trouvé ça un peu lâche, parce que bien sûr c'est des personnes qui sont anonymes, de pas me contacter directement pour avoir des... Tu proposes de pouvoir venir faire des expérimentations sur place. Bien sûr, et puis il y a rien à cacher dans Brighter Minds. Du coup, j'ai trouvé que cette manière de créer cette polémique était bien dommage parce qu'elle créait du doute et ça nuit. En fait, l'objectif là, c'était vraiment de nuire. Même si, encore une fois, c'est légitime de se poser des questions, surtout quand on parle des enfants et quand on est dans la pédagogie, l'éducation. Et moi, j'ai aucun problème à répondre aux questions et je trouve que c'est même sain d'avoir des doutes. Et oui, il ne faut pas croire n'importe quoi. Il y a eu des excès, il y a du charlatanisme, ça c'est sûr. Donc, bien sûr que ces personnes, elles ont raison, d'une certaine manière, de vouloir... de questionner, de poser des questions. De questionner. Mais après, il y a aussi des manières de faire. Donc là, le montage a été clairement orienté. C'était pour se orienter, pour se moquer des enfants. Donc, ils ont repris des vidéos avec des enfants où ils se sont vraiment moqués d'eux et des choses. Et j'ai trouvé ça... moi, ça m'a beaucoup questionné sur l'objectif en fait de ces personnes. C'est quoi l'objectif ? Est-ce qu'on peut pas se retrouver autour d'une table et échanger, dire ok, vous n'adhérez pas à cette méthode, pourquoi ? On fait un débat public, on confronte, on va échanger en tant qu'être humain, on reste digne, on reste humain. Aujourd'hui, c'est très facile d'avoir des opinions toutes faites et de balancer ah oui, ça c'est une arnaque. Mais on dit souvent que si on n'a pas de critique, c'est qu'on fait rien d'importance. Donc je pour me permettre de conclure là-dessus, mais peut-être pour revenir sur vraiment l'huissier de justice, qui intervient en août, tu peux nous expliquer un peu la démarche ? Je fais toute cette digression pour juste dire et pour inviter aussi les personnes à ne pas être dans la fainéantise et la paresse intellectuelle et d'aller vraiment à la source. Si on a un intérêt, on va vraiment se renseigner et voilà. Ouais. Donc suite à cette vidéo, bien sûr il y a eu beaucoup d'attaques et donc j'ai fait venir un huissier parce que la réponse facile de cette vidéo, la proposition, c'est que forcément le matériel est truqué, les enfants trichent, donc voilà, j'ai proposé cette expérience-là. Et j'ai rassemblé des enfants qui étaient non loin de chez moi et j'ai fait venir un huissier simplement pour qu'il constate et l'ordre des activités et le matériel, qu'il le teste, qu'il observe les enfants. Donc c'est un constat qui a été aussi filmé où l'huissier est allé mettre au défi les enfants, il a regardé les bandeaux, il a regardé sous les bandeaux, il a mis plusieurs bandeaux parfois sur les yeux des enfants et on a déployé en fait une session normale Brighter Minds avec cet huissier et effectivement on est allé jusqu'à la substitution sensorielle puisque l'idée c'était quand même qu'il puisse analyser le matériel qu'on utilisait, les bandeaux et effectivement ce qui est écrit dans le constat c'est que le matériel n'est pas truqué, les bandeaux sont bien occultants et que effectivement les enfants ont pu développer leur intuition et avoir tout juste, s'il faut dire ça, parce que... moi je peux le dire, parce que tu m'as donné accès à ce constat. D'abord, ce qui m'a
fait sourire, mais c'est vraiment un constat d'huissier, c'est que c'est répertorié minute par minute, on suit vraiment le déroulé finalement comme si on y était, avec chacune des photos de tout le matériel qui est utilisé, et à la fin un rapport finalement très presque procédurier, mais de tel enfant a obtenu tel résultat, voici ce qui s'est passé. Et en effet, je crois qu'on est sur du 100% en fait, sur les résultats qui s'étaient passés et réalisés. Mais ce qui est marrant, parce que ça a presque l'air pas du tout important. On a vraiment une photographie de l'événement minute par minute avec des photos du matériel. Et donc il y a quelque chose de très, presque pas littéraire, mais très, très cartésien dans la manière de s'annoncer. Comme si on se fichait du résultat, mais ce qui est finalement initialement le propos de Brighter Minds, qui est pas centré là-dessus. Mais voilà, on a juste un rapport en fait qui décrit tout ce qui s'est passé. Voilà, alors moi j'ai pas convoqué cet huissier pour avoir un résultat juste. Je savais pas du tout si les enfants ils allaient avoir des résultats qui étaient cohérents par rapport au jeu des balles. On en reviendra peut-être après, mais pour moi, ce qui était important, c'est de montrer de faire amende honorable et de dire, ok, bien sûr, je comprends les doutes qu'il peut y avoir, je comprends que le biais cognitif ou le raccourci qu'on peut faire, c'est de dire, bah oui, ce n'est pas possible, les enfants trichent, donc c'est de nous mettre dans un certain... de créer une histoire qui n'est pas la réalité. Donc l'objectif, c'était surtout ça. Après, là, il s'est trouvé que les enfants avaient de la cohérence par rapport aux résultats, mais... Oui, c'était pas le but recherché. C'était pas le but, mais tu sais, par rapport à ça, c'est intéressant parce que souvent on se dit, oui, si l'enfant maintenant, il a une balle rouge dans la main, si il va dire oui, c'est du rouge, on va être content, on va être satisfait parce qu'on pense qu'il y a une cohérence entre... Mais même s'il me disait qu'il avait une balle bleue, alors qu'en fait il a une balle rouge, mais je serais satisfaite. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est la capacité d'aller chercher l'information. Et il y a des enfants qui ont développé, qui ont vraiment fait le processus, qui n'ont pas du tout eu de cohérence, c'est-à-dire ils n'ont jamais trouvé les bonnes couleurs, ils n'ont jamais trouvé les bons numéros, ils n'ont jamais mis les balles dans les bons paniers, mais ils ont développé des capacités et intellectuelle et émotionnelle. Ouais, ce qui est le but finalement de Brighter Minds. Mais qui est le but, exactement, et qui était extrêmement intéressante. Et c'est ça, bien sûr, c'est difficile de le valoriser aujourd'hui. On sait très bien, moi personnellement, je sais très bien que je dois améliorer la communication en Europe de Brighter Minds parce que parce que la culture est aussi très différente. La culture est différente. Là où ça vient. Exactement. Donc, on a beaucoup de chemin. On a fait peut-être des erreurs sur certaines manières, dans la manière de communiquer. Et parfois, il y a aussi des gens qui sont tellement contents qu'ils vont voir que le résultat. Et donc, c'est souvent, bien sûr, c'est des gens qui ne sont pas les enfants qui ont travaillé. C'est souvent des gens de l'extérieur qui vont voir ça. Oui. Mais que ça soit sur le site internet ou les vidéos que j'ai fait, j'ai jamais mis ça en avant parce que c'était pas mon objectif. Après qu'en Inde, ils le fassent, c'est autre chose, c'est une autre culture. Mais nous, en France, on a complètement adapté le programme dans le sens où le programme Brighter Minds, le programme Alpha et Alpha Plus respecte complètement la loi 1901, 1905, les lois sur la laïcité. Il n'y a même pas de débat. L'idée n'est pas du tout de venir faire croire n'importe quoi à un enfant. Et quel serait l'objectif ? Il n'y en a aucun. Donc ça, c'est... Du coup, tu t'es prêté à ce jeu finalement de l'huissier, mais simplement pour constater qu'il n'y a pas de tricherie et c'était une manière de répondre en toute ouverture aux critiques, de répondre, même pas. Finalement, j'ai même pas. Tu vois, c'est la première fois que je communique ouvertement sur ce constat qui a été fait en août. J'ai communiqué nulle part sur ça. En fait, au bout d'un moment, d'abord, je me suis dit bon. J'ai pas envie de rentrer dans le conflit avec ce genre d'arguments parce que Brighter Minds n'a pas du tout choisi cette voie conflictuelle. Et je cherche pas à convaincre, en fait. Bien sûr, c'est un constat qui est intéressant. S'il faut en refaire, j'en referai autant qu'il en faut. Pourquoi ? Parce que les études scientifiques qui ont été créées jusqu'à présent, c'est plus des études qui sont exploratoires. Elles ne répondent pas à certains critères internationaux.
c'est compliqué de faire des études qui répondent exactement à tous les critères. Déjà, en termes de financement, il faudrait pouvoir être financé par quelqu'un qui n'ait pas d'intérêt dans Brighter Minds. Mais justement, est-ce que ça serait possible aujourd'hui de faire un test en double aveugle avec un protocole scientifique qui soit reproductible avec des enfants? Parce que tu dis souvent que finalement, tu n'essayes pas de choisir les enfants qui ont le plus de prédispositions, mais ceux qui peuvent être disponibles, ce qui a été le cas avec moi quand on a fait cette session ensemble. Mais de dire malgré tout, ok, aujourd'hui, j'ai plus que l'huissier, plus que l'ouverture aux gens qui veulent venir, cette capacité de dire j'ai un papier entre guillemets scientifique d'un protocole qui a été réalisé, qui est considéré comme sérieux, même si c'est pas forcément le résultat que tu as envie de mettre en avant, et plutôt ce que ça peut permettre de développer chez les enfants, mais malgré tout d'avoir un peu ce caractère scientifique certifié. Alors, déjà, il faut savoir qu'il y a une étude pour le coup qui est terminée, qui a eu lieu en Inde, là, qui s'est terminée début décembre et qui a été financée par le gouvernement indien. Donc les créateurs de Brighter Minds n'ont pas d'intérêt dans le résultat de l'étude. Donc déjà ça c'est une bonne nouvelle, après à voir quand la publication va avoir lieu. Mais ce que j'ai envie de partager, c'est que dans le domaine de l'intuition, avoir une étude scientifique, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe. Il faut faire amende honorable. C'est sûr que les études que Brighter Minds a créées ne remplissent pas tous les critères pour le moment. Mais elles ont au moins le mérite d'être exploratoires dans un domaine où il y a quand même un désert scientifique, il y a un désert de données. Bien sûr que, comme tu disais avant, il y a eu des explorations qui ont été faites par la CIA. Il y a des documents, mais c'est pas des documents qui sont utilisables et qui sont... On sait qu'il y a des gens qui ont eu de l'intérêt sur ce type de phénomène, mais voilà, c'est pas quelque chose qui est accepté aujourd'hui socialement. Oui. Donc, et en plus... Même maintenant, voilà, l'étude qui a eu lieu en Inde, est-ce qu'elle va être acceptée parce qu'elle a été faite en Inde? Est-ce qu'elle va être acceptée en France? Rien n'est moins sûr. Donc là, ce qu'il faudrait, c'est effectivement que des scientifiques s'intéressent à Brighter Minds en France et qu'on fasse une étude avec des échantillons d'enfants de différentes... avec différents profils, dans différents contextes, et qu'on puisse faire du double aveugle. Oui, et puis s'il y a une reproductibilité, mettons que l'étude indienne, j'imagine que ça met à peu près 1 an à être publiée à partir du moment où ça a été élaboré, mettons qu'elle soit concluante et qu'elle montre, alors je ne sais pas quel était le questionnement de l'étude, donc ça on le verra du coup au moment de la publication, mais s'il y a une reprise de l'étude qui est rééditée sur la base de la même expérience dans un autre pays avec des enfants différents, c'est là où le protocole scientifique prend tout son sens, parce qu'on se rend compte qu'il y a une reproductibilité, donc que le phénomène est potentiellement, quel que soit celui qu'on vient mesurer, est potentiellement valide scientifiquement. Exactement. Donc ce sera ça qui sera intéressant de voir, et on fera le follow-up pour voir quelle est la nature de l'étude et quel est son résultat. Tout à fait. Est-ce que, parce que tu parlais de ton intérêt pour Brighter Minds il y a 10 ans, est-ce que tu peux nous dire il y a combien de temps tu as commencé à entraîner les premiers enfants, et qu'est-ce que tu peux nous dire de leur évolution 5-10 ans après? Alors quand j'ai commencé à entraîner les enfants en 2015-2016, voilà. Donc ça fait 10 ans. Et donc ta question, c'était l'évolution des enfants, hein, c'est ça? Moi, j'ai été très touchée par les enfants qui ont démarré dans Brighter Minds, et de l'audace qu'ils avaient, l'intelligence et le courage d'être un peu pionniers dans une méthode qui n'était pas du tout, pas du tout soutenue et pas du tout encouragée par nos institutions. Et donc j'ai trouvé les enfants que je suis et avec lesquels j'ai encore des contacts à travers les parents, c'est des enfants qui ont vraiment fait des choix forts, qui ont du caractère, qui ont de la conscience, et qui vont vivre pour des causes. C'est des enfants qui sont passionnés et qui s'affirment beaucoup plus, en fait. Ils s'affirment, et ils sont il y a vraiment une conscience de l'humain et une envie de contribuer positivement au monde. Je pense que ça, c'est très très fort chez les enfants. Qui sont maintenant plus des enfants. Qui sont, 10 ans après, qui sont soit des adultes ou des adolescents. Est-ce que tu as déjà été face à des sessions
extraordinaire où tu t'es dit là il se passe un phénomène qui dépasse tout ce que je pouvais attendre finalement de la session de Brighter Minds où je suis parfois surprise et émerveillée de ce que peuvent faire les enfants, mais qui encore une fois, comme tu l'as souvent répété, n'est pas forcément le but. Mais est-ce que malgré tout à un moment donné tu t'es dit waouh, là il s'est passé une séance qui reste gravée en moi et qui m'a vraiment surprise? Oui, il y en a eu beaucoup. Ouais. Et c'est pas tant dans le résultat, mais c'est dans la capacité la capacité, la maturité émotionnelle d'un enfant quand un enfant commence à comprendre justement, à se détacher complètement du résultat. Et sincèrement, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de... J'ai vécu beaucoup de comment... Oui, comme un cri du cœur où j'étais vraiment presque les larmes aux yeux de me dire waouh, la grandeur de ces êtres me dépasse complètement. Et je suis choquée par la grandeur des enfants. Et j'en suis de plus en plus consciente. Et je me sens de plus en plus humble, même par rapport à Brighter Minds, en me disant que finalement, de ce que je vois, c'est que quand l'enfant il est OK pour coopérer avec lui-même, toutes les barrières sont ouvertes. Oui, c'est très émouvant. Est-ce que tu as quelques exemples justement de situations? Oui, j'avais un exemple que j'avais déjà partagé avec une enfant qui était tombée et qui s'était relevée de son vélo et qui avait des bosses, des contusions et qui avait une acceptation totale de la situation et comme si elle vivait un phénomène hors norme de compréhension, qu'elle n'en voulait absolument pas aux gens de ne pas venir l'aider, qu'elle était complètement reliée à elle-même et complètement détachée, en fait. Une forme de maturité émotionnelle, en fait. Du monde. Mais c'est une forme de superconscience. Ouais. C'est une forme, c'est beaucoup plus fort. C'est une forme d'intelligence, d'intelligence universelle, quelque chose qui est beaucoup plus grand, d'être dans cette capacité de comprendre qu'on n'est pas juste ce corps-là avec cette petite vie-là, mais qu'on est tous reliés à quelque chose de beaucoup plus grand. Ouais. Et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu dans les sessions Brighter Minds, c'est cette intelligence relationnelle que les enfants vont développer entre eux, la capacité à coopérer ensemble, la compréhension et ça c'est un phénomène que je vois tout le temps et que j'adore, c'est que l'enfant a compris que l'intelligence n'est pas quelque chose d'individuel, mais quelque chose de collectif. C'est-à-dire que c'est relié à l'attention. Plus je vais avoir de l'attention, plus je vais être capable de créer cet espace à l'intérieur de moi pour être réceptif et raisonner avec mon environnement, plus je vais changer de centre. Au lieu de raisonner avec mon mental analytique, je vais par exemple raisonner avec mon cœur, plus en fait je vais avoir un impact et je vais aider mes collègues, mes camarades à rentrer dans l'expérience. Et bien ça, les enfants, ils en ont très très vite conscience et ils vont très rapidement s'entraider, tu vois, et rentrer dans ce champ-là expérientiel. Ça, c'est marrant, ce que tu dis me parle et ça me rappelle les travaux qu'avait réalisé Céline Alvarez, qui avait essayé de faire on va dire, de dépasser un peu l'école Montessori à travers son approche, qui avait fait une expérimentation ensuite qui a été très largement reprise en Belgique, puisque je crois qu'elle a formé énormément d'enseignants là-bas, mais qui était cette idée de pouvoir faire des classes de plusieurs âges et les enfants effectivement se coacher, s'entraîner entre eux. Parfois certains trouvaient des méthodes qui étaient très différentes de ce que le prof aurait pu dire pour enseigner à un autre enfant ou une autre enfant, donc c'était assez intéressant. Mais j'ai envie du coup de te poser cette question. À l'heure de l'intelligence artificielle, de l'intelligence qui devient presque une commodité, tu parlais tout à l'heure des qualités un peu inhérentes de l'enfant, de l'empathie, de la créativité. Finalement, l'enfant de demain, qu'est-ce qu'il doit développer comme qualité? Oui, l'empathie, l'intelligence du cœur, l'adaptabilité, le discernement surtout. Je pense que le discernement est au cœur des débats aujourd'hui, de vérifier par soi-même une information. Il ne s'agit pas de renier la technologie, au contraire, mais je pense qu'il est intéressant de la faire converger avec certaines valeurs
qui sont extrêmement hautes, des valeurs de cœur, des valeurs de bien commun. Tu vois, on parle beaucoup, enfin on parle plus trop de qu'est-ce que c'est le bien commun, mais je pense que c'est des notions qui doivent revenir aujourd'hui. Et la capacité d'ouvrir sa conscience, l'intuition, elle amène à ça pour moi. L'intuition, elle est complètement, quand on est relié à soi, on est relié aux autres, et donc on n'est plus du tout dans ce paradigme matérialiste ou de compétition. On sait très bien que mon impact sur le monde a des conséquences, que ma manière de relationner au monde a des conséquences, et que je suis le maître de mes choix. Et donc, quel choix je vais faire aujourd'hui ? Et c'est cette conscience-là que l'enfant va développer. D'ailleurs, de toute façon, on est un monde en constante évolution. On est là pour évoluer. Les enfants, moi je le vois même dans Brighter Minds, les enfants d'il y a 10 ans n'ont rien à voir avec les enfants aujourd'hui. Il n'est pas question de haut, de bas, de meilleur ou de moins bon, pas du tout. Mais on est différent. Ouais, bien sûr. Et on va vers quelque chose de radicalement différent. Donc cette capacité à s'adapter et à ouvrir sa conscience. Parce que le monde change, donc la capacité à s'adapter est peut-être encore plus importante qu'avant. Exactement. Et la conscience, c'est tout, la conscience. Qu'est-ce que tu dirais si jamais, je sais pas, alors peut-être pas le ministère de l'Éducation nationale te contacte pour dire on pourrait implémenter Brighter Minds, mais si finalement tu étais contacté par des professeurs, comment tu réagirais ? Ce serait quoi l'intérêt d'avoir le type de programme comme Brighter Minds ou quelque chose de différent qui puisse être proposé de manière globale à tous les enfants ? Qu'est-ce que ça changerait ? Alors déjà, je serais ravie qu'on me contacte, je tiens à le dire. Il y a beaucoup d'enseignants qui me contactent pour savoir si leur méthode pédagogique peut être adaptée. Est-ce que Brighter Minds, est adaptable dans leur méthode pédagogique ? Est-ce que Brighter Minds pourrait rentrer dans les classes ? Donc j'ai eu beaucoup ces demandes. Et bien sûr que Brighter Minds a un format qui est un peu particulier dans le sens où c'est quand même 3h30. Donc dans un agenda, par exemple, d'une école publique, c'est compliqué aujourd'hui de le faire rentrer tel quel. On l'a testé dans des écoles privées, ça peut très très bien rentrer. Okay. Il n'y a aucun problème à ça. Mais maintenant, bien sûr, c'est des choix. Ce qui est intéressant dans les tests qu'on a fait dans une école privée, c'est que ce que les enseignants nous ont relevé, c'est que toute l'atmosphère de l'école a changé après avoir fait Brighter Minds. Donc c'était pas simplement dans une classe, c'était dans toute une classe d'âge. C'était toute l'école en fait qui avait opté pour les programmes, et toute l'atmosphère a changé et les enfants ont augmenté leurs compétences. Par exemple, ça veut pas dire qu'ils performaient dans Brighter Minds, c'est-à-dire ils ont pas du tout insisté sur les exercices avec les bandeaux. Au contraire, c'était vu comme quelque chose de très simple. On met juste les bandeaux, on essaye, on s'amuse, et il n'y a pas du tout d'acharnement ou de volonté. Mais en tout cas, les enfants ont augmenté leur niveau de mathématiques, de lecture, d'intelligence, de coopération. L'atmosphère de l'école a changé. Ça, c'était des choses qui avaient été soulignées en France, dans une école en France. On a fait ce test en 2023. L'école a communiqué publiquement pour en parler, ou c'est plutôt quelque chose... Alors, on a fait un film sur l'école. Après, ça a été repris par des détracteurs qui ont utilisé les images des enfants en les détournant. Donc c'est ce dont tu parlais tout à l'heure. Voilà, donc ça a fait beaucoup de mal aux enfants. Enfin, c'était vraiment très mauvais de faire ça, très moche pour les enfants. Donc on a retiré le film de la chaîne YouTube. Mais les premières études qu'on avait fait dans des écoles en Inde relataient aussi ce type de phénomène. Donc il y a quand même, bien sûr, mais en fait c'est pas compliqué de comprendre que oui, si on envoie des messages à un enfant que il est parfait tel qu'il est, qu'il a une intelligence, qu'il peut être respecté, que ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est d'essayer, et c'est pas le résultat. Quand on propose ce type de message et qu'on propose un environnement de relaxation, forcément les apprentissages vont changer. C'est pas quelque chose de compliqué à comprendre. Mais du coup, ça veut dire qu'un professeur aujourd'hui peut te contacter ou contacter Brighter Minds et qu'on lui enseigne la méthode pour qu'ensuite il puisse la dispenser. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Alors, on peut l'adapter aussi. On a déjà fait des tests. C'est pas dans d'autres pays, notamment en Irlande. Il y en a eu aussi en Italie. C'est pas... et au Maroc aussi. Et d'ailleurs, je tiens à dire que le gouvernement des îles Fidji a proposé dans 30 écoles de mettre le programme Brighter Minds. Il est aussi au Niger.
Il est dans une école, je crois, au Canada, il est en Angleterre. Enfin, ça, c'est quand même quelque chose qui est... Oui, il n'y a pas de sujet ni de religion ni de culture, on n'est pas du tout là-dedans, on est vraiment dans de l'accompagnement pour les enfants à développer des qualités. Exactement. Est-ce que tu as eu des demandes d'adultes pour des adultes? Alors, on en parlait sur le programme Alpha+, mais comment ça fonctionne? Si un adulte se dit, mince, alors moi aussi ça m'intéresse et j'ai envie de développer potentiellement des qualités qu'un enfant aurait peut-être plus de facilité à développer à un plus jeune âge, mais comment ça peut se structurer? Alors, la marque Brighter Minds n'offre pas de programme aux plus de 15 ans, de programme alpha aux plus de 15 ans. Ça, c'est la volonté de la marque. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas exister, que les personnes, les adultes ne peuvent pas suivre ce programme, mais c'est sûr que j'ai beaucoup de demandes des adultes, parce que les adultes, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont en demande de ça, et ça se comprend tout à fait. Mais on a... Et ce serait inenvisageable de penser qu'il y ait plus Brighter Minds, mais une autre marque qui s'inspire finalement de la méthodologie de Brighter Minds pour proposer quelque chose aux adultes? Pas du tout, c'est pas inenvisageable. D'ailleurs, on a créé un programme qui s'appelle Restart, qui est plus un programme de stimulation cognitive pour les adultes à partir de 35-40 ans, parce qu'à la base, c'est un programme qui a été fait pour travailler la mémoire, la cognition, éviter le déclin cognitif. Et dans ce programme-là, j'ai déjà fait des tests avec des expériences autour de l'intuition pour les adultes, et il y a eu des super résultats. Bien sûr, la différence, c'est qu'un enfant va avoir une précision en termes d'intuition. Il va être capable d'avoir une précision, une rigueur qu'un adulte ne va pas pouvoir développer forcément aussi facilement. Mais ça ne veut pas dire. Bien sûr. Et il y a d'ailleurs, il y a des concurrents qui développent des techniques similaires pour les adultes et qui ont pignon sur rue aujourd'hui, pas forcément en France, mais c'est quelque chose qui est en train de se démocratiser aux États-Unis, dans les pays de l'Est. Enfin, on n'est pas... J'ai envie de dire, moi, quand je vois ce que je fais maintenant avec Brighter Minds, je me dis, on en est encore là, on pourrait aller tellement plus loin, c'est clair. Ouais. Il s'agit de... Je comprends tout à fait qu'en France et en Europe, ça puisse être parfois un peu difficile d'admettre certaines choses, mais il faut quand même un minimum se bousculer si on veut se mettre en résonance au diapason de ce qui se fait dans le monde. Bon, on pourrait parler de la culture européenne ou française qui est parfois un peu trop dans le scientisme, dans l'ultra-rationalisme. Alors après, c'est une bonne chose pour énormément de choses, mais il faut être de nature ouvert d'esprit, même si on peut être sceptique et pas croire tout ce qu'on voit, mais simplement les tester par soi-même. Est-ce que ce programme Restart, il est en ligne ou c'est comme finalement le programme Alpha? Il faut d'abord faire des sessions en physique avant de pouvoir faire des entraînements chez soi? Il est en ligne et en physique. Okay. Il y a les deux. Il y a les deux formules qui sont possibles. Et il va y avoir un prochain stage bientôt à Paris. On se déplace. Il est donné partout en France assez facilement. C'est des petits groupes de travail. Et on propose aussi... Alors là, pour le coup, dans le programme Restart, il y a moins... On ne travaille pas forcément avec des bandeaux. On va moins dans ce domaine-là. Mais il y a des activités qui sont abordées de manière beaucoup plus... tout aussi légère, j'ai envie de dire. Pas beaucoup plus, mais tout aussi légère qu'avec les enfants. Ouais. Voilà. Tu parlais de la vidéo par rapport à l'école. Est-ce que tu prévois de communiquer au travers du format vidéo d'une autre façon pour continuer de parler de ce que tu fais? Oui. Maintenant, j'ai compris qu'il fallait que j'améliore certaines choses, tout à fait. Je pense communiquer à travers les parents, beaucoup plus faire des vidéos de peut-être moins exposer les enfants, parce que j'avais montré beaucoup d'enfants et mon objectif, moi j'ai vraiment besoin que les enfants soient protégés, et c'est hors de question que leur image puisse être réutilisée hors contexte. Donc, oui, sans autorisation, absolument. Tout à fait, c'est quelque chose qui est vraiment insupportable à voir. Donc, là, on a tout un programme, tout un projet de développement en termes de communication pour justement expliquer qu'est-ce que c'est Brighter Minds et rassurer aussi les gens et permettre aux personnes de venir expérimenter, venir voir et découvrir par elles-mêmes. Justement, comment ça se passe pour conclure ce podcast? Si les gens sont intéressés par Brighter Minds, qu'ils soient des parents ou peut-être que des enfants nous regarderont, même s'ils le feront avec l'aval de leurs parents, mais en tout cas, si des gens sont intéressés pour aller plus loin, venir voir comment se passe une session, explorer, où est-ce qu'ils peuvent retrouver tout ce que tu fais? Alors, ils peuvent le trouver sur le site
Brighter Minds, donc je pense que tu vas le partager. Brighterminds.fr, là il y a les sessions, il y a les stages, il y a aussi une page avec les facilitateurs. Donc toute la communication est en train d'être transformée, repensée. Donc vraiment l'objectif pour nous, c'est de faire des propositions avec des présentations interactives, d'être présent sur des salons et de pouvoir répondre aux questions des parents, des enseignants, des institutions. Moi, je suis complètement ouverte à rencontrer des personnes, des institutions. Je trouve que c'est l'occasion du débat. Et bien sûr qu'on a le droit de ne pas être d'accord. On a le droit de penser différemment. On a le droit d'avoir chacun des opinions et des expériences du monde. Mais je pense que, vu tout ce qui se passe dans le monde, allons vers la paix, allons vers l'unité, allons vers le débat, allons vers l'intelligence collective et ce type de qualité pour repenser et créer un monde favorable à l'épanouissement des enfants. Moi, ça, en tout cas, c'est vraiment une volonté. Et encore une fois, je comprends tout à fait qu'on puisse être sceptique, c'est pas le problème. On mettra le lien évidemment du site Brighter Minds et du coup cette conclusion en forme d'ouverture pour que tous les gens qui sont curieux, même sceptiques ou en tout cas qui sont intéressés par la méthode pourront voir et avoir accès à toutes les informations et venir potentiellement aux prochaines sessions. Alicia, merci beaucoup. Merci César.